seul tu avances, mais à plusieurs tu évolues. Et tu as besoin des players, tu as besoin de personnes qui sont plus avancées que toi dans certains sujets qui sont clés pour toi. Donc le premier truc que je pense que tu dois faire, c'est arrêter de t'isoler déjà et commencer à communiquer. On croit toujours que c'est une idée qui va déclencher le truc, mais en fait c'est en marchant que tu trouves les trucs, tu trouves les idées sur ta route. Il suffit de discuter. Quand mes enfants sont venus au monde, j'étais locataire. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants et j'ai un gros patrimoine immobilier. Donc pour moi, c'est clair que c'est pas un frein. Et je pense que la vie, c'est du sur-mesure. Ça, c'est mon plus gros déclic dans l'immobilier. Cet immeuble-là gagnait plus d'argent que moi. Tout le monde à HEC se disait, mais on sort de là, on est les rois du pétrole. Et là, je vois cet immeuble qui rapporte plus que moi. Et je pense dans la vie, le plus dur, c'est pas de faire ce que tu as envie, c'est de savoir ce que tu as envie. Et chez moi, c'était tellement aligné que sur le long terme, c'était clair. Salut Elif. Salut Alec. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Super. Écoute, je suis très content de t'avoir ici avec nous pour un nouvel épisode du podcast. Je sais que tu écoutes le podcast, on se connaît plutôt bien et j'ai hâte de pouvoir partager à tous nos auditeurs ton parcours parce qu'il est plus qu'inspirant, que ce soit de par le chemin qui a été parcouru, mais les résultats aussi que tu as eu et que tu auras encore parce que je sais que c'est loin d'être terminé, on va le voir. Je vais rapidement te présenter. Donc, tu es né dans la clandestinité, ce sont tes mots, justement, on y reviendra. Tu arrives en Suisse à l'âge de 4 ans, car tes parents ont fui la Turquie, car ils étaient impliqués politiquement. Tu arrives en Suisse en tant que réfugié politique, donc, en partant vraiment de zéro. Aujourd'hui, du coup, tu es suissesse, maman de 2 enfants, à la tête d'un patrimoine immobilier de plusieurs dizaines de millions de francs suisses, d'une agence intérim qui génère aussi plusieurs millions de francs suisses de chiffre d'affaires. Tu as aussi 2 restaurants avec ton mari notamment. On a le plaisir de travailler ensemble au sein d'entrepreneurs.com, donc on sait que tu ne veux pas t'arrêter là aussi. Et franchement, c'est assez dingue tous les résultats que tu as eus en l'espace de 5 ans, 5-6 ans avec l'immobilier, on en parlait en off, mais aussi tout le parcours entrepreneurial pour en arriver là. Et on va décortiquer ça, mais avant ça, j'ai envie de revenir sur le commencement, sur le début. Tu es d'origine kurde. Tu as vécu donc les premières années de ta vie en Turquie, dans la clandestinité notamment, car tes parents étaient impliqués dans les révolutions, fin 68. Vous rejoignez finalement la Suisse en tant que réfugié politique. Alors à 4 ans, peut-être tu n'as pas de grands souvenirs de cette période, mais peut-être que tu as été, comment dirais-je, influencé par des échanges, ou en tout cas tu as des souvenirs indirects de cette période. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce début de vie et cette arrivée en Suisse ? Alors, les premières années de ma vie, effectivement, donc on était en Turquie. Mes parents ont une histoire très dure. C'est vraiment une génération sacrifiée. Ils avaient des études, voilà, ils avaient réussi leurs études. Et avant de se lancer dans le monde du travail, il y a un coup d'État militaire en fait, qui plonge la Turquie dans une décennie très compliquée, très, très dure, la décennie noire, comme on l'appelle en Turquie. Et mes parents étaient pendant cette période-là, justement, socialistes, activistes. Donc, ils étaient très impliqués pour les droits de l'homme, entre autres. Et voyant que la situation s'éternise, donc on était dans la clandestinité parce que mon père était recherché, parce qu'il avait des responsabilités politiques. Et voyant que la situation en Turquie s'éternisait, mon père a décidé finalement de fuir la Turquie et de demander en Europe, enfin en Suisse, le statut de réfugié politique. Donc c'est vraiment des discussions qu'on a eues avec nos parents, parce qu'on connaît ce récit. Et puis voilà, la politique a toujours eu une place prépondérante dans notre vie au quotidien. Voilà, c'est les souvenirs que j'en ai, du moins, par procuration. Et quand, du coup, tu passes d'un pays où tu es impliqué, tu évoquais le fait qu'ils avaient fait des études, ils étaient donc, j'imagine, avec un certain statut, etc., à un autre, en tant que réfugié politique, en repartant de zéro, comment vous vivez ce moment? Quelles sont les valeurs aussi qui t'ont été inculquées et la personnalité que ça a créée chez toi en grandissant dans ce climat? Alors ça, c'est un petit peu le fardeau de tous les réfugiés, hein, que ce soit réfugiés politiques ou économiques. Ils sont tous déclassés à l'arrivée, c'est forcément le cas. Tu vois, ils ne parlent pas la langue, les diplômes ne sont pas reconnus, ils ont de la peine à s'intégrer et ils sont forcément déclassés. Donc c'est quelque chose qui n'est pas rare. Mon père était comptable en Turquie, il avait fini ses études de comptabilité. Et ici, il était aide en industrie, il avait travaillé en tant que bûcheron, je me rappelle. Enfin, vraiment, il avait des métiers très, très durs au début. Et ma mère, c'était pareil, elle était infirmière. Après, en Suisse, elle a travaillé en tant qu'aide-soignante dans des homes pour personnes âgées. Donc, ils ont été les deux déclassés. Par contre, mes parents ont eu vraiment une très belle intelligence, c'est qu'ils n'étaient pas du tout nostalgiques, en fait. Ils regardaient toujours vers l'avant. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué. Je pense que, d'ailleurs, moi, j'ai seulement un grand frère. Et les deux, on a vraiment une personnalité assez similaire. On est très axés sur l'avenir, très résilients, très travailleurs, très responsables. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on tient notamment de nos parents, parce qu'ils ne se plaignaient pas de cette situation à la maison, en fait.
Au début, donc, quand tu arrives, tu es dans le Jura, dans la campagne, Oui. tu grandis dans la campagne, Oui. assez dépaysé, plutôt calme. Et à l'âge de 10 ans, sauf erreur, du coup, vous déménagez à Bienne, dans la ville, la vraie ville. Comment tu vis ce changement? Alors j'avais environ 10 ans quand ma mère qui est vraiment visionnaire, c'est dingue parce qu'elle se disait mais dans cet environnement-là, isolé dans le Jura, ils vont jamais avoir d'exemple, ils vont jamais avoir de modèle, ils vont pas vouloir faire des études, ils vont pas vouloir se développer, c'est trop étriqué, c'est trop petit et elle a décidé de venir à Bienne. Après Bienne, c'est pas forcément une grande ville non plus, mais en tout cas, ça amène il y avait vraiment un brassage ethnique, tu vois, vraiment des gens de différentes origines, de statuts sociaux différents aussi. Et moi, j'ai vécu ma puberté à Bienne. Donc, c'est une période très intense, forcément. On rencontre beaucoup de monde. On vit les choses, on va dire, très, très intensément. Bienne, j'en retiens pas énormément de choses dans le sens où j'ai toujours été très dans mes rêves, dans mes objectifs. J'ai toujours été assez vite focalisée sur l'avenir. Et puis, je pense qu'en ça, Bienne, c'était juste un passage voilà, comme un autre. À l'âge de 17 ans, tu as ton premier déclic. Yes. Tu vas faire un voyage en Turquie, en Tunisie, Oui. pardon, et tu vas rencontrer quelqu'un. Ça va avoir un certain impact de par les discussions que tu vas avoir avec. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. En fait, j'avais environ 17 ans et je me souviens que je fuyais juste une chose. Je me disais juste, je voyais mes tantes, tu sais, ma famille, les femmes surtout dans ma famille, avoir une vie vraiment pas drôle, quoi, tu vois. Vraiment dans les corvées, tout le temps en train de travailler, tout le temps en train de nettoyer. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment pas. Et je me rappelle que dans ma tête, je me disais juste, mais je veux juste un autre modèle, je veux juste autre chose. Et je savais pas vraiment quoi. Et justement, en Tunisie, j'ai rencontré une photographe qui avait un ami qui était entrepreneur. Et elle me l'a présenté. Et il était en vacances avec tous ses copains. Et puis, j'oublierai jamais parce qu'il y avait ses cousins, ses amis autour de la table. Puis, moi, j'étais là aussi ce soir-là. Et il avait une très bonne situation. Il avait engagé ses amis, ses frères, ses cousins dans sa boîte. Il faisait de l'import-export de voitures et d'autres choses à côté. Et en fait, j'avais adoré ce modèle-là. Tu sais, pas de richesse seule, parce que je tenais quand même à la communauté, à ma communauté, à ce côté-là. Et en fait, il entretenait tout le monde, en fait. Et je me suis dit, voilà, à ce moment-là, vraiment, ça m'a marqué. La réussite financière et le fait d'avoir un clan autour de soi, d'entretenir les autres, de proposer des solutions aux autres. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et à partir de ce moment-là, j'ai changé d'identité dans ma tête. Et justement, qu'est-ce qui fait que tu as changé d'identité à partir de ce moment-là précisément et que c'est cette personne précisément qui t'a marqué alors que dans ton entourage, par exemple, tes oncles étaient tous dans le commerce, donc tu vois, dans le commerce où on pourrait apparenter ça à l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est son modèle spécifiquement qui t'a donné le plus envie qu'un autre? Je pense que le truc fondamental, c'est que mes oncles, je ne les ai jamais considérés comme des businessmen, je les ai toujours considérés comme des commerçants. Et je le dis avec tout l'amour du monde, hein. C'est pas du tout péjoratif, c'est vraiment parce que, en fait, mes oncles ne savaient pas vivre, mes tantes ne savaient pas vivre, tu vois. Il n'y avait que de l'inconfort chez nous. Il n'y avait que des corvées, il n'y avait que des gens malheureux, que des hommes qui fumaient beaucoup de cigarettes, que des femmes qui étaient tout le temps dans la cuisine. En fait, je ne voyais pas un modèle de bonheur, tu vois, de gens qui sont vraiment, qui vivent l'abondance. Et là, par exemple, avec cette équipe-là en Tunisie, où j'avais vécu 2 jours avec eux, on était partis au casino, première fois de ma vie au casino, grande voiture, enfin vraiment, il y avait un truc. Mais ce qui m'avait marqué, c'était le bonheur autour de la table, tu vois. Les gens qui rigolent, qui mangent un bon repas, mais pas forcément. Et les femmes aussi, tu vois. Chez nous, les femmes, elles sont en cuisine, tu vois. Elles sont pas autour de la table, elles souffrent plus qu'autre chose, mais elles le remarquent peut-être pas. Mais moi, en tout cas, ça m'a toujours marqué, quoi. Et le fait que justement, tu aies de grandes ambitions, que tu vois toujours vers l'avenir, tu l'évoquais tout à l'heure, que dès petite, tu as toujours eu ce truc-là. D'où est-ce que ça te vient et à quel moment tu t'es dit justement que l'entrepreneuriat pouvait te permettre d'aller chercher un modèle différent? En fait, ce que je voulais, c'est que, à partir de ce moment-là, je me disais juste, cette personne gagne beaucoup d'argent, il est avec ses amis, il est avec ses proches, il apporte des solutions, il entretient les gens. Et je trouvais que ça convenait à peu près tout. Okay. Mais j'avais juste compris qu'il fallait gagner de l'argent. Parce que c'est comme ça. Et je le disais à ma mère. Je disais, moi, je ne vais pas faire le ménage chez moi. Moi, même si aujourd'hui, en tant que maman, j'ai dû le faire et je le fais. Et c'est important, tu vois. C'est important d'être à la maison, c'est important de cuisiner pour ses enfants. Je ne renie pas du tout ça. Par contre, pour moi, faire uniquement ça, c'était... Je savais que la seule solution, c'était de l'argent. Et à l'époque, tout le monde, tu vois, c'était pas qu'un salaire d'ouvrier que tu allais pouvoir dégager assez de surplus pour pouvoir embaucher une femme de ménage. Donc, la seule chose que je savais, c'était ça. Être employé, ça allait pas marcher. Il fallait trouver une autre porte, quoi. Okay. Et c'est ça qui m'a... Et rapidement, tu t'es dit, cette porte, c'est
L'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat. Non, en fait, juste après ça, je voulais faire comme lui. Je voulais monter ma boîte, être entrepreneur. Ça, c'était clair. J'avais le modèle. Et mon déclic vient du fait que j'ai fait un pari, en fait. J'ai fait un pari quand j'étais assez jeune. Mon grand frère, qui a été pour moi toujours très longtemps la personne que j'aimais le plus sur Terre, qui était tout pour moi, il allait se marier. Et en fait, dans la culture kurde, pendant le mariage, il y a un moment qui est assez original. C'est que tu arrêtes le mariage pendant 30 minutes et tout le monde au micro, enfin une personne est chargée de dire au micro ce qu'a donné en cadeau chaque invité, en fait. Tu fais une liste, en fait. Donc, tu as des listes avec nom, prénom et le montant qui a été donné. Et traditionnellement, on donne de l'argent ou de l'or. L'or allant à la femme, comme garantie, et l'argent au marié, pour, entre autres, débuter la vie et rembourser les frais du mariage. Et mon frère, le futur beau-frère de mon frère, s'est moqué de mon frère parce qu'il n'avait pas de frères et sœurs, qu'il n'avait qu'une sœur et pas un frère, alors que la future mariée avait 7 frères et sœurs, dont lui, qui avait un kebab à Berlin, donc il gagnait très très bien sa vie. Et il avait dit, et j'étais là autour de la table, il a dit à mon frère, mais toi de toute façon tu vas rien gagner au mariage, tu n'as pas de frère, t'as pas les moyens. Et je lui avais dit, je me rappelle très très bien, il s'appelle Hassan, et je lui ai dit, ouais mais moi je vais donner 15 000 francs à l'anniversaire, au mariage de mon frère, je n'oublierai jamais. Et Hassan m'a fait écrire ça sur une serviette. Il m'a dit, écris ce que tu viens de dire sur une serviette, si tu es capable de faire ça. Et je l'ai noté, tu vois. Et moi, Elif, le 23 décembre, je vais donner 15 000 francs au mariage de mon frère. Et c'est là que j'ai commencé avec ma première agence, quand j'avais 18-19 ans à peu près. Ouais. Incroyable. Ouais. Donc finalement, c'est de cette discussion que tu fais un engagement public ouais. et tu te dis, je dois aller créer de l'argent. Donc, tu crées ce premier business à l'âge de 18-19 ans? Ouais, 18-19 ans. À peu près. Ok. Pourquoi ce business spécifiquement? J'avais un cousin qui faisait de la vente en porte-à-porte, tu vois. Je ne savais pas exactement ce qu'il faisait, mais il avait un bel appart avec des beaux objets. Puis je disais, mais ça vient d'où tout ça? Puis il me disait, voilà, tu vois, je fais de la vente en porte-à-porte de contrats de téléphonie. C'était à peu près il y a une vingtaine d'années, tu vois, j'ai 38 ans, donc c'est une autre période. Et il me disait, voilà, je gagne comme ça. Et puis il m'expliquait. Et puis je trouvais qu'il n'était pas très sérieux dans ce qu'il faisait. Puis qu'il avait quand même, tu vois, un peu... il avait les apparences, en tout cas, de quelqu'un qui avait bien réussi. Et je lui ai demandé comment il avait fait ça. Il m'a expliqué qu'il y avait un mandataire, un Croate en Suisse qui était chargé de développer cette marque, cette compagnie de téléphone en Allemagne et en Suisse. Puis il m'a donné son numéro, puis j'ai appelé cette personne, puis je lui ai dit, je fais, écoute, voilà, j'aimerais avoir l'exclusivité sur la francophonie parce que lui parlait allemand, puis je parlais assez bien l'allemand à l'époque. Et je disais, voilà, si tu veux, tu me donnes tout ce qui est à partir de Bienne, Berne jusqu'à Neuchâtel, Genève. Et c'est moi qui vais développer ça. Et puis lui, je pense qu'il n'avait rien à perdre. J'étais de toute façon payée à la commission, tu vois. Donc il m'a donné cette autorisation-là. Et là, très vite, je recrute du personnel. On est à peu près entre 7 et 10 durant 3 mois où on travaille vraiment, on charbonne. On travaille vraiment de manière très, très intense. Et puis les résultats sont là. Mais en fait, je ne reçois jamais les commissions qui m'étaient promises. Tu vois, il ne m'a pas payé. Et ça prend du temps. Parce que je ne me rends pas compte, parce qu'il me ment, il me dit « Ah, ben, le fax, ce n'est pas arrivé », il me dit « Ah, mais tu sais, les contrats doivent être validés par l'Office de la concurrence », des choses comme ça. Et au bout de plusieurs semaines d'insomnie, mon père me dit « Écoute, laisse tomber, il ne va pas te payer, ça c'est clair, passe à autre chose ». Et voilà, et là, je dissous cette petite entreprise, entre guillemets, au bout de 2-3 mois. Comment tu réagis face à cette situation d'injustice? D'une part, comment tu réagis, mais qu'est-ce qui fait qu'après, derrière, tu n'es pas dégoûté complètement de l'entrepreneuriat, comme pourraient l'être certains? Je trouve que, alors, déjà, comment je le prends, c'est que j'ai vraiment honte. J'ai engagé du personnel, je me sens très, très responsable. Et je n'ai même pas la maturité d'expliquer ce qui se passe. Tu vois. Je me sens tellement responsable que je n'arrive même pas à dire, écoutez, moi aussi, on ne m'a pas payé. Tu vois. Vraiment, j'étais juste désolée, j'étais juste triste de ce qui se passait. Et je me rappelle que mon papa m'avait donné un petit peu d'argent pour donner un peu d'argent à tout le monde, dédommager, puis dire écoutez, je suis désolée, voilà. Et je me rappelle que j'avais honte. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Mais après, je trouvais que j'avais fait des erreurs stratégiques aussi. Et ça, je l'ai gardé par la suite, on en reparlera. Ça m'a marqué aussi sur certaines choses. Ouais. Donc, à la suite de ça, mon frère me dit justement, si tu veux faire de l'argent, c'est pas comme ça, il faut faire des études. À l'époque, c'était prestigieux de faire des études. Donc là, il m'encourage vivement, il me dit, voilà, il faut que tu fasses des études, c'est comme ça qu'on devient riche. Et la meilleure adresse, c'est HEC à Lausanne, il faut que tu fasses ça. Et à partir de ce moment-là, je pivote complètement sur la route académique classique. Et donc, après, tu vas faire tes études, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que très rapidement, quand même, tu t'intéresses à l'entrepreneuriat et autres, pendant que des copines de ton âge lisent des magazines People, toi, tu lis PME Magazine, Bilan, la GFI, etc.
Qu'est-ce qui te stimulait et t'intéressait particulièrement dans le monde entrepreneurial, à part le fait de gagner de l'argent? Ben, toutes ces success stories, elles m'impressionnaient, bien sûr. Je pense que j'étais marquée, mais je pense vraiment que j'avais changé d'identité dans ma tête. Hein. Ok. Que je me disais juste, moi, je vais être ça. C'est ça. C'est bon, c'est fait. Et je pense dans la vie, le plus dur, c'est pas de faire ce que tu as envie, c'est de savoir ce que tu as envie. Tu vois. Et chez moi, c'était tellement aligné que sur le long terme, c'était clair. C'était, voilà, j'avais ça, je pense, chez moi. Ouais. Et donc, après cet épisode douloureux où justement tu as ce premier Échec. projet qui devient un échec, etc., plein de rebondissements, plein d'apprentissages, donc tu prends la décision d'aller aux études, faire HEC. Il y avait un objectif à la fin qui était toujours lié à l'entrepreneuriat ou tu t'es dit je retourne dans le droit chemin et puis je vais faire les... Tu avais un plan déjà qui était établi? Ouais, j'avais complètement un plan. Pour moi, c'était, en gros, je m'étais plantée parce que j'avais pas assez de compétences et qu'il fallait que j'apprenne En fait, très honnêtement, je me suis dit, on me disait, tu vois, HEC à Lausanne a une très bonne réputation. Et je me disais, bon, ben, si je sors de là, je vais avoir l'étiquette. Je vais aller travailler 10 ans dans une grosse boîte qui, elle, sait défendre ses intérêts. Tu vois, je vais apprendre à défendre mes intérêts et après, je vais fonder ma boîte. C'était clair pour moi que c'était juste un passage et qu'il fallait juste que je passe ces étapes-là, en fait. Mais il y a aussi un objectif pécunier, bien sûr, en me disant, voilà, j'allais avoir un meilleur salaire à la sortie d'une bonne université et que ça allait me permettre, justement, que ça allait me servir de tremplin pour la suite. Ouais. Tu termines à quel âge tes études? 24 ans. 24 ans. Et là, du coup, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place? Directement, tu recrées une boîte ou tu... À 24 ans? Ouais. Pendant mes études, mon frère avait repris une franchise de nettoyage auto française en Suisse. Puis à l'époque, il avait signé un gros contrat avec Coop, un contrat pour déployer en fait, dans les centres commerciaux ce nouveau service de nettoyage auto. Et puis pendant mes études, déjà, j'étais impliquée là-dedans. En fait. Mon frère me demandait d'aller faire des business plans, d'aller présenter aux banques. Vraiment, j'étais encore là-dedans. Mon père ouvre aussi, devient grossiste entre-temps, se met à son compte. Donc on était toujours très actifs à côté. J'ai jamais été que dans les études et c'est pour ça que j'ai fait un peu plus long aussi pour terminer mes études. Et en sortant de l'université, je ne mets pas tout de suite quelque chose en place. Ce que je veux, c'est de trouver un boulot directement et voir vraiment l'impact qu'a cette étiquette, tu vois, ce diplôme dans le concret, quoi. Qu'est-ce que ça rapporte? Qu'est-ce que je vais apprendre? Et j'ai la chance de trouver un premier boulot qui est... Enfin, aujourd'hui, je me rends compte de la chance que j'ai eue à cette époque-là. J'ai un premier travail dans la gestion de risques liés au marché financier. Donc, je suis responsable de la gestion de risques Forex, ce qu'on appelle donc, le risque de devises étrangères pour une grosse boîte. Et je travaille 6 ans là-dedans avec des gens voilà, très, très brillants, exceptionnels. J'apprends énormément. Mais ce qui va me ramener naturellement à l'entrepreneuriat, c'est la naissance de mes enfants, en fait. Parce que c'est loin de chez moi, je suis très impliquée dans mon travail. Et pour moi, c'était clair en sortant des études et ça c'est aussi quelque chose qui a fait de cette trajectoire. À la sortie de mes études, je me suis mariée. Et en plus, j'ai fait un choix qui était de nouveau contre-courant. Je me suis mariée avec quelqu'un de ma culture, qui venait d'arriver en Suisse, qui n'avait pas forcément tu vois, le profil classique pour une femme qui venait de finir ses études, qui voulait de la liberté, qui voulait faire une carrière. Donc, je fais ce choix. Donc, automatiquement, ça va diriger le reste après. C'est que je veux avoir des enfants. C'était fondamental pour moi d'avoir... Et je savais que j'allais réussir ma carrière. Tu vois, ça, c'était un truc, j'avais pas de doute là-dessus. Mais par contre, ma vie de femme, j'avais plus de crainte. J'avais plus d'exemples de femmes venant de ma culture qui fuyaient justement le mariage pour garder leur liberté et qui finissaient à 35 ans, 40 ans, sans le choix d'avoir sans la chance d'avoir pu fonder leur famille. Et je critique personne, mais pour moi, c'était fondamental d'avoir des enfants. Et c'est pour ça que je me marie, donc je me donne à fond au travail pendant quelques années. Et après, quand j'ai mes 2 garçons, là, la question se pose. Il fallait que je me retire, il fallait que je prenne du temps pour moi et pour ma famille. Donc, lorsque tu as tes enfants, tu te dis, je vais retourner vers la voie de l'entrepreneuriat. C'est ce qui va me permettre d'avoir le plus de liberté possible. Exactement. C'est ça? Exactement. Et comment tu mets en place les choses? Parce que là aussi, c'est un peu à contre-courant, parce que beaucoup de gens pensent que l'entrepreneuriat, surtout quand tu te lances, il va falloir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, que c'est quasi impossible de réussir à concilier vie de femme, vie de maman et en plus lancement d'une entreprise, vie d'entrepreneur, sachant qu'en plus tu es sur un business physique qui a pignon sur rue, avec des salariés, des employés, des enjeux, etc. Tu n'as pas juste besoin d'ouvrir ton laptop et puis où que tu veux dans le monde, ça tourne. Ça peut être intéressant d'avoir ta vision des choses à ce sujet. Il y a beaucoup de croyances limitantes qui sont véhiculées et qui sont réelles d'une certaine façon. Qui viennent éteindre souvent l'ambition de certaines personnes? Alors, déjà, dans mon cas, faut se dire que
Et ça, j'essaye de le dire aux gens, tu vois. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et dans l'immobilier d'abord, hein, avant de me relancer dans l'entrepreneuriat, on a commencé avec de l'immobilier. Moi, quand mes enfants sont venus au monde, j'étais locataire. Ouais. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants et j'ai un gros patrimoine immobilier. Tu vois. Donc pour moi, c'est clair que c'est pas un frein. Et je pense que la vie, c'est du sur-mesure. Il n'y a pas un moment pour. Tu vois. C'est juste l'opportunité, elle est là. Hein. Tu peux pas avoir tout en même temps, mais tu peux avoir tout. Et moi, l'immobilier se prêtait bien à ça. Tu vois. C'est plutôt à la base, je pensais que c'était, comme tout le monde le dit, c'est un business passif, c'est des revenus passifs, etc. Même si quand tu as plusieurs biens, tu sais très bien qu'après, c'est pas si passif que ça. Mais l'immobilier, pour nous, pour mon mari et moi, on était très alignés là-dessus. Lui était dans la gastronomie, donc il avait ouvert son restaurant à peu près en même temps qu'on s'est mariés. Et il était très, très occupé. Et pour lui, la gastronomie, tu vois, c'est quelque chose qui le rebute limite. Il n'a plus envie de faire ça parce qu'il fait ça depuis tout petit. Mon mari, c'est un enfant travailleur. Hein. À l'âge de 5-6 ans, ses parents l'ont déscolarisé pour travailler dans la restauration en Turquie. Il a grandi là-bas. Donc, il a un rapport assez compliqué à ça. Mais en même temps, c'était la seule chose qu'il savait faire. Et puis, il n'avait pas de la langue. Il ne savait pas la langue. Donc, il était un peu obligé, si tu veux, puisqu'il est très ambitieux aussi, de faire ça. Et ce qui se passe, c'est qu'il me dit, écoute, moi, à 40 ans, je veux plus faire ça. Tu vois, je gagne bien là, mais je ne veux pas faire ça. Et c'est quoi la porte de sortie? C'était l'immobilier pour nous. Et l'immobilier, c'est quelque chose que tout le monde dit. Tu vois, que tu demandes à tes grands-parents, tes parents, ta petite nièce, tout le monde dit bah, l'immobilier. On est tous un petit peu alignés là-dessus. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est dirigé là, sur l'immobilier. Et on a commencé petit, avec un premier bien. Ce bien a été pour nous une manière de se lancer, de mettre vraiment un pied à l'étrier. Une première évaluation, moi je commence à comprendre comment ça marche, tu vois, tous les calculs derrière, l'évaluation, le financement, comment tu gères tout ça, tes petites simulations de loyer, etc. Et là, ça va très vite parce que je me rends compte déjà premièrement du potentiel. Le premier appartement, c'est le seul qu'on a revendu. On l'a rénové, on l'a revendu une année après avec une grosse plus-value. Là, on rachète une grosse surface de 300 mètres carrés. On fait ce qu'on appelle un changement d'affectation parce qu'avant, c'est un wellness en fait. Et on va en faire des appartements. Et là, on le fait réévaluer par la banque. Et là, tu as un levier énorme qui se crée parce que tu as créé une telle plus-value avec la transformation que tu as fait. Donc, ce levier-là, on l'utilise pour investir dans le premier immeuble qu'on a acheté. Et cet immeuble, je me rappelle, parce que ça, c'est mon plus gros déclic dans l'immobilier, cet immeuble-là gagnait plus d'argent que moi. Et je me disais juste, mais attends, j'ai fait mais tout le monde à HEC se disait, mais on sort de là, on est les rois du pétrole. Et là, je vois cet immeuble, tu vois, qui rapporte plus que moi. Et je suis quand même avec mes enfants, tu vois. Tu te rends compte de tout ça quand tes parents, en plus, moi, c'était très douloureux de laisser mes enfants pour travailler. Ça me faisait vraiment mal au cœur. Et là, je comprends ce que c'est. Et là, après, je suis complètement obnubilée par ça. Et ça devient le seul objectif. Ouais. Donc, justement, ce déclic, c'est ton mari qui, à un moment donné, impulse un changement de cap. Ouais. Et il dit une fameuse phrase. C'est cette fameuse phrase où tu te rends compte que l'immeuble gagne plus que toi, c'est ça? Oui, il se moque de moi parce que je lui disais, moi, en fait, dans l'emploi où j'étais avant, dans la gestion de risque, je gérais un très gros portefeuille immobilier, un très grand portefeuille de dérivés financiers. C'était un peu plus d'1 milliard de dollars équivalent de dérivés. Et tu vois, tu joues avec des gros chiffres et tu as l'impression d'être grand, tu vois, quand tu joues avec des grands chiffres. Et ce prestige-là, moi, j'ai remarqué qu'il a fait... Enfin, j'avais ce prestige-là et je disais à mon mari, mais tu vois, je gère des gros montants, etc. Puis il me disait toujours, mais tu sais, moi, je gagne plus que toi avec mon kebab, quoi. Finalement, je gagne plus que toi avec mon kebab. Et c'est vrai que ça m'avait marqué, ouais. Ok. Ah, c'est cette fameuse phrase, justement. Il se moque de moi, ouais. Ok. Gentiment, hein. Et du coup, ça vient amplifier le fait que finalement, ce qui compte, c'est ce que tu crées, c'est ce que tu as. Ouais. Donc, ça te renvoie encore une fois vers l'entrepreneuriat ou en tout cas un autre chemin que celui que tu étais en train d'emprunter avec le salariat. Oui. Et puis, il me dit un truc et je me rends compte à ce moment-là. J'en parle beaucoup à ce moment-là. Il me dit, mais attends, là, tu travailles je restais jusqu'à 9h du soir, tu vois. J'étais complètement investie dans ce que j'étais en train de faire. Et il me dit, mais tu te rends compte que tu peux faire ce que tu veux, ils ne vont jamais t'augmenter du montant que tu veux, là. Parce que même si tu te casses la tête, mais tu travailles du matin au soir, tu fais tout ce que tu peux, ils vont t'augmenter de combien? 10%? 15, 20, 30? Mais ils ne vont jamais tripler ton salaire. Tu ne vas jamais passer dans un autre. Tu ne vas jamais arriver à une autre ampleur, ce n'est pas possible. Et là, ça fait un switch dans ma tête et je me dis, mais il a vraiment raison. Et je me rends compte que les gens autour de moi restent pour le prestige et pas pour les résultats. Et je pense que le prestige, c'est un gros piège, tu vois, dans ces métiers-là, surtout quand tu sors de ce genre d'école-là. C'est qu'on te tient avec ça, en fait, avec la vanité de ce titre sur cette carte. Et je me rendais juste compte que, voilà, beaucoup de personnes voulaient ça.
et qu'en fait, le résultat, il était ailleurs. Et il me disait, mais écoute, viens, on fait quelque chose ensemble. Et puis c'est vrai que quand les enfants sont arrivés, de toute façon, voilà, c'était naturel, quoi. Après, Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui effectivement restent dans un cadre uniquement parce qu'ils ont le sentiment d'être quelqu'un, même s'ils ne sont pas forcément 100% épanouis ou même si forcément ils ne vont pas chercher 100% de leur potentiel. Et c'est bien de le mettre en lumière. Et là justement, tu en parlais très rapidement. En 2018, vous achetez un appartement aux enchères à Bienne, en Suisse, que vous rénovez, vous le revendez. On voit une petite photo juste ici, justement, un petit souvenir. Pour ensuite investir dans une surface commerciale de 300 mètres carrés, tu l'évoquais. C'est quoi la stratégie ou la méthode que vous avez mis en place à ce moment-là? Surtout qu'en plus, c'est une des premières fois, c'est la première fois que vous êtes actif comme ça dans l'immobilier. Alors moi j'adore parce que je viens d'un milieu, tu vois, j'ai travaillé, donc j'ai étudié la finance, j'ai travaillé dans la finance, donc les calculs complexes, c'est quelque chose que j'ai fait pendant plusieurs années. Et en fait, ce que j'ai appris dans l'immobilier, c'est que, et à un moment, arrête de calculer, quoi. Tu peux pas capter le potentiel de quelque chose dans des chiffres. C'est pas possible. Il faut regarder, il faut aller sentir, faut discuter avec la personne, faut essayer. La valeur, elle est ailleurs, en fait. Et en fait, la surréflexion, elle te paralyse à un moment parce que tu vois tous les problèmes au lieu de te concentrer sur ce que c'est vraiment. Tu vois, tu as un surplus d'informations. Et moi, je fuis ça et j'ai fui ça très tôt. Et ça, c'est l'avantage que j'avais, je pense, d'avoir ce parcours académique et ce parcours très, tu vois, du terrain où voilà, on fait de la vente en porte-à-porte, on fait des choses un peu plus simples. Et quand j'achète et quand on a acheté cette surface-là, on a regardé le prix, on a regardé la surface. Je fais rapidement des calculs, puis j'ai dit, mais attends, on est tellement large qu'on serait bête de ne pas y aller, tu vois. C'était tout simplement ça sur le moment-là. Et quand tu prends cette décision-là, il faut juste tout donner et faire en sorte que ce soit toi l'acquéreur, quoi. Et là, c'est autre chose. Et c'est toute la négociation dans l'IMO, ça commence là, quoi. Ok, donc en gros, tu as compris qu'il fallait absolument négocier, mais pas non plus trop se prendre la tête avec les chiffres, les détails. À partir du moment où tu sais que tu es large, ouais. Tu saisis l'opportunité le plus rapidement possible, tu te positionnes. C'est exactement ça. Ouais. Et dans tout l'IMO, ça a toujours été ça. Tu vois. Ça a toujours été ça. C'est au moment où je suis convaincue, où je sais que c'est large, et c'est l'IMO. L'IMO, c'est quand tu es sur... En fait, c'est tellement un unfair advantage quand tu es dedans, tu comprends comment ça marche, que tu deviens beaucoup plus à l'aise avec ça. Tu vois. Là, on en est encore au début, dans la situation qu'on est en train d'évoquer maintenant. Mais c'est vrai qu'au moment où je me suis dit, mais en fait, le risque, tu sais, c'est comme si ton plus gros risque, c'est de ne pas être exposé à ça, en fait. Et tu te rends compte après, parce que tu l'achètes à un tel prix que tu dis, mais si je ne suis pas là, si je ne suis pas positionné là, je vais juste rien gagner. Et au pire des cas, ce que tu perds, ça ne va pas changer la trajectoire de ta vie. Donc là, sur ce bien-là, c'est vraiment ça qui fait le déclic. Et après, le jeu commence de faire en sorte que le vendeur te choisisse toi. Après, ça, c'est autre chose. Comment tu fais pour que le vendeur te choisisse toi ? Je me concentre sur ce qui est, à mon avis, la seule clé de tout, que ce soit la reprise d'entreprise, d'achat immobilier. Je me concentre sur l'humain en face. Déjà, je prends la décision de savoir si c'est une bonne affaire ou pas avant d'y aller. Et une fois que je suis dessus, j'observe, j'écoute la personne en face, j'essaie de comprendre ce qu'elle veut, ce que veut le vendeur, ce que veut le broker. Et très souvent, moi, là où je me positionne, c'est 50-50. Il y a 50%, des fois, c'est des ventes directes, des fois, c'est via des agences. Et c'est clair. Pour le broker, ce que veut le broker, c'est une vente simple, rapide, pas compliquée. Le vendeur, il faut l'écouter, il faut savoir ce qu'il veut. Est-ce que c'est le maximum d'argent ou est-ce qu'il a envie de remettre son bien entre les mains de quelqu'un qui va bien le faire? Est-ce qu'il a un peu il tient un attachement émotionnel à l'immeuble ou à sa région? Parce que tu vois, ça c'est un truc qui arrive aussi, c'est qu'il veut le vendre à des personnes de la région et pas forcément un Zurichois qui va venir placer parce qu'il a plus de moyens et parce que Bienne c'est moins cher forcément. Donc j'essaye de comprendre ça en fait et c'est là-dessus que je vais appuyer après, me présenter et expliquer qui je suis. La vente, c'est de l'émotion, tu vois. C'est pas rationnel. Il m'est arrivé plusieurs fois d'acheter des immeubles pour moins cher que l'offre concurrente, juste parce que, pas juste, mais c'est important, c'est ça. Parce que les Suisses ne sont pas avares, ils ont d'autres valeurs. Complètement. Et donc après, tu nous parles donc de cet immeuble de 10 appartements où il y a ce déclic parce qu'il gagne justement plus que toi. À partir de ce moment-là, tu passes à la vitesse supérieure. Ça commence à très vite se développer, tu commences à investir beaucoup plus. À quel rythme tu investis et c'est quoi le nombre de lots
d'unités aujourd'hui où vous êtes, sachant que c'était il y a seulement 5 ans que vous avez démarré? 5-6 ans. Bon, si tu prends vraiment au début de la vente aux enchères, etc., ça remonte un peu plus de 6 ans quand même. Mais l'accélération, elle se fait à partir de cet immeuble-là, parce que cet immeuble-là, on l'achète très très bien. Il a une très belle plus-value. Non seulement il nous rapporte, et en plus on a un cash flow positif dessus. Donc là, il y a un troisième salaire qui vient s'incruster. Moi, je reprends le travail à 100%. Je travaille pour Amazon depuis la maison. Donc on a voilà, les revenus du restaurant, les revenus de l'immobilier, du premier bien aussi, enfin du deuxième bien qu'on a retravaillé, retransformé, etc. Donc là, ça s'accélère. Et je comprends aussi la force de la transformation, du changement d'affectation. Et je rentre dans un cycle où on achète entre 2 et 3 immeubles par année. Et on va toujours passer d'un immeuble complètement à transformer, à rénover ou à optimiser parce qu'on va aménager les combles, tu vois, faire de l'optimisation de surface pour en sortir plus d'appartements, pour pouvoir reprendre du levier derrière, combler avec nos cash flows à nous et reprendre un bien. Et généralement, là, on prenait toujours un bien, j'ai toujours choisi plutôt un bien sûr, qui est déjà complètement loué, qui va rapporter du cash flow, parce que le problème, c'est quand tu fais de la rénovation, c'est pas loué pendant ce temps-là, donc tu n'as pas d'entrée. Donc ce que je faisais, c'était toujours un cycle comme ça, entre rénovation, transformation, immeuble complètement loué, et voilà. Et c'est ce qui a amené, aujourd'hui, on a dépassé les 100 appartements, et on devrait doubler d'ici 2-3 ans, normalement, au vu du projet que j'ai de développement. Ça devrait être plus rapide à partir de maintenant. Ok. C'est assez dingue, justement, la rapidité et l'attraction qui a été mise en place, et notamment cette notion de transformation, bien en location, utiliser le cash flow d'un pour financer l'autre, etc. Tu as eu des mentors ou tu as eu des gens qui t'ont guidé, donné des conseils orientés au départ, ou tu as tout de suite eu ce truc et c'est toutes les années cumulées en amont qui t'ont... C'est dingue parce qu'on croit toujours que c'est une idée qui va déclencher le truc, mais en fait, c'est en marchant que tu trouves les trucs. Tu vois, tu trouves les idées sur ta route, en fait. Tu n'as juste pas l'information à intenter, mais il suffit de discuter. Personne m'a dit, Elif, fais ça. Tu vois, personne. Et même des gens qui savaient à quoi j'étais confrontée, tu vois. Et personne n'est venu. Et moi, je le fais tout le temps. Moi, c'est complètement le contraire. C'est que dès que j'ai un copain je vois, et j'ai un ami dans le Valais actuellement, c'était exactement le sujet. Il avait besoin de cash. Je fais, mais attends, tu as construit 2 appartements, tu as fait réévaluer. Il m'a dit, oui, mais non. Et je lui ai expliqué. Et là, on a réussi à débloquer une situation pour lui qui était pesante. Et moi, je ne suis pas du tout dans cette mentalité-là, mais moi, il n'y a personne qui m'a rien dit, non. Il n'y a personne. Et les banquiers, ben, forcément, tu ne vas pas leur montrer que tu ne sais rien ou que tu ne sais pas assez. Mais j'ai toujours eu la chance, quand même, tu vois, à cause de mon parcours, d'avoir une étiquette, de pouvoir m'exprimer correctement avec le banquier, de parler dans son langage. Donc, ça m'a aidé. Mais j'allais aux informations discrètement. Ouais. Ok. Donc, pendant tout ce temps-là, tu l'évoques, tu continues à travailler. Pour Amazon notamment, tu fais du télétravail, donc tu arrives à gérer plus ou moins tout, mais il y a un nouveau déclic à terme. Qu'est-ce que tu décides, qu'est-ce que tu prends comme décision? Il y a le Corona. Enfin, moi, je travaille pour une boîte qui fait des montres et qui vend à Amazon, mais je suis responsable vraiment vendor central Amazon pour ce produit-là. Et en fait, pendant le Covid, toute la boîte est en stand-by. Il n'y a qu'une qui explose, c'est celle qui est chargée d'Amazon, c'est moi. Donc moi, on triple le chiffre d'affaires sur le canal de distribution Amazon et je travaille énormément. Et en 10 ans, première fois de ma vie, mon mari est à la maison parce qu'il a un restaurant, il est fermé. Et je travaille beaucoup. Je vois pas et mon mari est là, mes enfants sont là. Et en fait, ça me marque vraiment. Et je me dis, c'est pas ça que je voulais. Et là, c'est le bon moment. Et j'étais inscrite sur un site de broker business, en fait, qui vend des fonds de commerce. Et là, il y a une newsletter qui apparaît et je vois une boîte d'intérim à vendre à 15 minutes de chez moi. Et là, j'appelle et puis j'utilise tout ce que j'ai accumulé dans la vente en porte-à-porte, dans la négociation IMO pour convaincre le vendeur que c'est moi, tu vois. Et voilà. Et là, je reprends l'agence d'intérim dans la foulée, assez rapidement derrière. Comme ça, presque sur un coup de tête. Sur un coup de tête, non, parce que je me disais, de toute façon, le montant, et c'est de nouveau, tu vois, ce truc, c'est pas rocket science, hein, mais c'est juste, je me disais, et le montant que c'est, et je vois le bilan, tu vois, j'analyse le bilan, je signe le NDA, je reçois les documents, le bilan, pertes et profits, c'est des analyses que je sais plus ou moins faire quand même. Donc, voilà, c'est quelque chose de très simple, c'est un business qui est simple, qui n'a pas énormément de coûts fixes, qui a un très gros chiffre d'affaires. Et je me dis juste, au vu du prix, dans le pire des cas, il n'y a pas de pire des cas, quoi. Pour moi, c'était ça, et je me dis, au moins, je me libère, et je fais quelque chose pour moi. Donc, c'est une agence qui est spécialisée dans le BTP. Ouais.
t'associes avec ton cousin qui est électricien pour la reprendre. Non, alors je suis seule à la Seule? reprendre et Ok. c'est mon beau-frère qui travaille avec moi, qui est électricien. Ok. Lui veut aussi sortir des chantiers parce qu'il travaille sur les chantiers. Puis je lui dis, écoute, c'est une boîte dans le BTP, est-ce que ça t'intéresse? Et voilà, et lui, il me dit, voilà, oui, moi j'en suis aussi. Et puis c'est comme ça qu'on commence tout ça. Et c'est quoi les premières actions que tu mets en place? Quand tu reprends en main cette boîte, c'est quoi les premiers réflexes que tu mets en place? Parce que souvent, même moi je le vois lorsqu'il y a des personnes qui rachètent une boîte et qu'on travaille ensemble ou autre, il y a pas mal de leviers que tu peux actionner qui n'étaient pas actionnés, des choses que tu peux supprimer, restructurer, etc. Toi, dans ton cas, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place au départ? Le premier truc que je vise déjà, c'est que je comprends que la boîte a une très grosse dépendance à un client. Ok. Et en reprenant la boîte, en plus c'est une boîte en suisse allemand, tu vois, côté alémanique, je me dis, bon déjà, le plus gros risque, parce que en fait la valeur de cette boîte, c'est juste son portefeuille de clients. S'il ne reste pas, la boîte n'a pas de valeur. Donc je me dis déjà, la seule chose que je dois faire en premier, c'est de fidéliser et de m'assurer que les clients vont rester. Et je demande et je négocie avec la propriétaire. Je lui dis, écoute, j'aimerais que tu ailles me présenter à tous tes clients. Et j'avais identifié 8 clients clés. Je dis, j'aimerais que tu ailles me présenter comme successeur en fait, de ta boîte pour garantir, pour que j'ai ce contact via une personne de référence, de confiance, et en plus pour garantir que les services allaient continuer et que même j'allais apporter beaucoup plus parce que j'ai un parcours et que je m'en sors bien dans le marketing digital. Tu vois, j'explique un petit peu tout ce que je pense faire. Et là, mon premier truc, c'est ça. C'est déjà me dire, je vais identifier le risque et après, je vais essayer de comprendre exactement d'où vient la rentabilité dans ce domaine-là, quoi. Comprendre un domaine entier. Et là, j'ai 3 mois de période de reprise négocier avec la directrice fondatrice. Et je lui demande tout sur le métier, quoi. Mais ça a beaucoup de valeur quand tu fais de la reprise d'entreprise. C'est le savoir justement du fondateur. Ouais. Tu passes du temps avec et c'est une accélération ciblée, accélérée sur ton domaine. Et tu peux tout poser, tu as les exemples en plus clés, tu dis, ben voilà, pourquoi là on gagne tant, pourquoi là pas. Donc, premier truc que je fais, c'est comprendre la boîte. Deuxièmement, identifier les métiers qui me rapportent le plus. Quel métier je dois mettre en location, en fait, parce que c'est de la location de service, l'intérim. Et dès que je comprends ça, j'actionne d'abord ça, parce qu'on a des ressources limitées, on n'est pas des dizaines à travailler, tu vois. Ouais. Donc, je dis, écoute, on va se concentrer sur ce type de métier-là. Et de là, après, vient point par point, plein d'éléments plein de leviers à aller actionner, mais le premier, c'était ça. C'était au moins assurer la pérennité de ce qui... continuer ce qu'ils étaient en train de faire, parce que c'était déjà très bien pour des personnes, en plus, qui avaient plus de 70 ans, 70 ans à l'époque, quoi. C'était déjà énorme. Ouais. Clairement. 3 mois, c'est long, mais c'est court à la fois. C'est quoi les axes sur lesquels tu t'es concentré pour justement connaître le métier, pouvoir le restructurer, sachant que c'était une de tes premières vraies grosses expériences entrepreneuriales aussi à ce niveau-là. Donc, comment tu as appréhendé un peu la situation? J'imagine que là aussi, tu as énormément travaillé, là aussi, tu as utilisé toutes les compétences que tu as pu accumuler les années précédentes pour pouvoir structurer la chose. Mais ça peut être intéressant de voir ton approche dans cette première reprise d'entreprise qui était un nouveau monde que tu découvrais également. En fait, comme dans tout ce que je fais, la première chose que je dis à la personne en face, c'est que je sais que j'ai pas l'air bête, mais partez du principe que je sais rien. Expliquez-moi tout, même si parce qu'elle se disait, ouais, tu viens de la finance, tu dois savoir, etc. Je dis non, pars du principe que je ne sais rien, je veux tout savoir. Et elle m'expliquait tout, et je prenais tout, et vraiment de A à Z, tout le process, je réfléchissais en mois, tu vois, qu'est-ce qu'on commence en début de mois, la clôture de fin de mois, qu'est-ce qu'on fait en début de mois, les annonces qu'on doit faire, les décomptes qu'on doit faire, après le côté financier de ce que ça rapporte, c'était assez facilement. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est déjà, je veux tout savoir, et après je pense qu'il faut toujours avoir une part d'insouciance, quoi, quand tu fais ce genre de choses, faut juste y aller des fois. C'était il y a combien de temps que tu as repris cette entreprise? 3 ans. 3 ans. Et dès la première année, tu arrives à avoir de très beaux résultats. Tu doubles quasiment le chiffre d'affaires. Plus, ouais. Plus que double le chiffre d'affaires, incroyable. Comment est-ce que tu t'y prends concrètement? Parce que j'imagine que pour plus de doubler le chiffre d'affaires, tu as peut-être créé de nouveaux produits, tu as peut-être mis en place des stratégies pour augmenter la visibilité de la boîte. Tu as peut-être restructuré le personnel, fait les bons recrutements. Comment est-ce que tu t'y es pris? J'ai pratiquement tout changé, sauf l'essence de la boîte, qui est en fin de compte, on est dans l'intérim, dans le BTP, dans l'industrie, la métallurgie aussi.
Déjà, première chose, c'était la modernisation de tout, parce que c'était clair que je n'allais pas pouvoir attirer des nouveaux talents qui allaient venir travailler avec moi dans les locaux, dans ce qu'on avait à ce moment-là. Donc déjà, la première chose, il y avait quand même ce côté-là. Pourtant, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas paraître. Moi, je pense que être, c'est plus important que paraître. Je ne suis pas la personne qui va d'abord apposer un logo sur quelque chose. J'ai plutôt même tendance à me dire, d'abord, on gagne de l'argent, après, on verra ce côté-là. Mais là, je me suis juste dit, voilà, si je veux des talents, des gens qui viennent travailler avec moi, déjà, il faut que j'ai des beaux locaux, il faut que ça plaise. Ça, c'était une des choses que j'ai mis en place. Mais après, c'est vraiment aller trouver des clients, tu vois, aller trouver des clients. Aujourd'hui, je passe beaucoup de temps dans l'automatisation, mettre des process en place. Le no-code, c'est ma concentration. Là, je suis complètement concentrée là-dessus. Recruter des talents, bien sûr, pour pouvoir développer l'aspect commercial de la boîte. Mais ouais, aujourd'hui, les process. Je suis très concentrée sur les process. Je pense que ce qui va me permettre d'avoir un levier énorme sur tout ça, c'est ça, justement, c'est pouvoir éliminer cette friction de l'opération, tu sais, pour vraiment pouvoir avoir du temps, pour passer du temps avec les clients, avec les intérimaires, les nouveaux candidats, pour replacer l'humain au centre. D'ailleurs, on en parlait, dans le BTP, malheureusement, c'est des métiers qui sont déshumanisés parfois ou qui ne sont pas assez mis en valeur, alors que c'est fondamental. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est ça, c'est de passer du temps avec nos clients et nos candidats. Et puis, les process te permettent ça, justement. Complètement. Complètement. Et justement, ces process te permettent de maximiser, d'augmenter la performance globale et l'efficience des équipes aussi. Tu le disais, vous êtes 7 et vous arrivez à gérer 60 intérimaires à 7, alors qu'en moyenne, on est plus sur 30. Alors, concrètement, normalement, c'est plutôt une personne, un conseiller en personnel va traiter 30 personnes, 30 intérimaires. Nous, il n'y a qu'une personne qui fait du sourcing, c'est mon beau-frère, et lui, il gère plus de 60 personnes. Ouais. Tout ce qu'il y a autour, c'est moi, mais je fais beaucoup d'immobilier quand même. Il y a une personne qui va aider un petit peu en soutien pour préparer les profils, qui va faire justement optimiser le process, mais lui, il est à 50% en hybride, en fait. C'est pas un freelance, mais on va dire il est dans un autre pays. Et puis maintenant, on a une commerciale qui s'occupe justement de déployer ça, et des personnes en soutien pour le back-office. Mais vraiment concrètement, et c'est ça que j'essaye de développer, en fait, c'est d'avoir ce prototype parfait de process tellement optimisé qu'une personne, au lieu de faire 30, d'en placer 30, va pouvoir en placer 60. Et c'est ce qu'on est en train de... Et c'est ce qui marche, en fait, actuellement. Donc, c'est pour ça que ce chiffre de 60 est marquant. C'est plutôt le fait qu'une personne réussisse à le faire. Alors qu'il en faudrait deux. Il en faudrait en tout cas deux, ouais. Et selon toi, ce type d'optimisation par les process, par une bonne délégation, par peut-être l'usage de bons outils, etc., c'est réplicable et applicable dans quasiment n'importe quel domaine? C'est que ça. C'est partout. C'est partout. Enfin, réfléchir à l'optimisation de son business, d'implémenter des nouveaux outils, des nouveaux logiciels. Tu vois, c'est douloureux tout ça, je sais. C'est pas toujours évident, tu n'as pas toujours envie parce que tu as envie de continuer ton business. Mais en fait, c'est vraiment apprendre à reculer pour sauter plus loin. Ça, c'est évident et je pense que c'est applicable à tous les domaines. Aujourd'hui, en plus, avec l'IA, je pense que si tu n'es pas dans le jeu, demain, et c'était Naval Ravikant qui disait ça, j'adorais ça, il disait le fait de maîtriser ce levier-là, le no-code, par exemple. Enfin, lui, il parle d'automatisation, de code et pas forcément de no-code, mais le no-code, ça rentre exactement dans cette catégorie-là. Si tu es le meilleur à créer ces leviers-là, tu seras forcément celui qui fournira tout à tout le monde demain. Donc, il faut être là-dedans, quoi. Il faut être, et en plus, je pense qu'en chef d'entreprise, tu dois être... tu sais, beaucoup se disent, mais je vais juste prendre une agence, l'agence va faire ça à ma place, mais c'est complètement faux. Tu dois être, toi, l'ambassadeur des nouvelles technologies dans ta boîte, quoi. Si ce n'est pas toi qui porte ce truc, personne ne va le porter. Et ce n'est pas un informaticien, aussi brillant soit-il, qui va venir à un instant T, installer des process et ça va marcher. Non, c'est tellement ciblé sur ta boîte. C'est tellement ciblé sur des choses, vraiment des choses très fines que toi, en tant que chef d'entreprise, tu vois sur le terrain. Et tu dois être en plus, pour que tout le monde se convertisse, tu dois être le prêcheur, quoi, dans ta boîte. C'est toi qui dois porter ça. Et je pense que c'est un grand enjeu des entrepreneurs aujourd'hui. La modernisation de leurs process. Ouais. Et réussir à être finalement l'ambassadeur de ces nouveaux process, ces nouvelles choses qu'ils mettent en place. Bien sûr, tu dois être l'exemple. Ouais. Parce que si tu n'es pas l'exemple, personne ne va faire. C'est la seule manière de changer ces gens-là, de changer tes équipes, d'amener tout le monde vers l'avant. Ce n'est pas en 10 ans ce qu'il faut faire, c'est juste tu le fais d'abord. D'abord, tu le fais. Tu vois, c'est douloureux. Moi aussi, ce n'est pas agréable. J'ai 40 ans, je n'ai pas grandi avec ça non plus. Tu vois, les réseaux sociaux, je suis sur LinkedIn. Je n'ai pas grandi avec ça, mais c'est dans cette zone d'inconfort que tu vas amener ta boîte plus loin, tu vas dépasser ces plafonds de verre, et c'est ce que je fais. Complètement. Et c'est vrai que c'est un trait
de caractère que j'ai identifié chez toi, c'est que tu es toujours en train de te former, de t'informer, curiosité, aller chercher des nouveaux outils, etc. Et toi-même mettre le nez dedans, plutôt que de payer quelqu'un qui va juste le faire à ta place. Mais tu veux d'abord le comprendre, puis ensuite prendre quelqu'un qui va l'implémenter pour le global, quoi. Ouais, Cette notion, cette vision de, on va dire, l'idée par l'exemple, tu l'as toujours eue? Je sais. Alors, je pense que tu n'étais pas conscient. Je pense qu'à 40 ans, des fois, tu commences à réfléchir, tu vois, pourquoi ça a marché, pourquoi. Et le temps me donnera raison, hein, mais en tout cas, là, maintenant, j'ai l'impression que ça a marché. Je ne sais pas à quel point j'ai conscientisé ça. Par contre, ce que j'ai conscientisé très tôt, tu sais, c'est que c'est la route difficile qui t'amène le plus de résultats. Ça, c'est clair. Moi, j'ai toute ma vie, et on en parlait en plus avec Oussama, il me disait, mais c'est pas seulement ce que tu as fait qui est impressionnant, c'est le fait d'avoir réussi à avoir une famille, d'avoir un mari avec lequel tu t'entends bien, que tout ça se passe bien, en fait, qu'il y ait le tout, tu vois, le package. Ouais. Je dis, mais moi, j'ai jamais été dans ma zone de confort, en fait. Moi, il n'y a pas un moment où je me suis assise et j'ai dit, écoutez, là, je vais kiffer. Jamais. Et j'ai toujours fait des choses qui étaient contre-courant. Les gens me disaient, mais tu fais quoi? Tu ne devais pas faire. Et personne ne s'attendait à ça. Et mon choix de mon mari, que ce soit mon travail, j'ai toujours habité loin d'où j'habitais. J'ai toujours travaillé loin d'où j'habitais. Et tu vois, ce truc d'être toujours en dehors de sa zone de confort, prendre une boîte qui n'est pas dans ta langue maternelle, tu vois. Ça, c'est quelque chose, normalement, tu ne fais pas. Mais moi, c'était clair. Je dis, je vais apprendre le suisse allemand. J'ai mis mes enfants à l'école en suisse allemand. On parle tous suisse allemand. Je le parle couramment aujourd'hui. Je dis, ça ne peut pas être un obstacle. Et en fait, le fait d'être là-dedans tout le temps, eh ben, c'est une habitude, en fait. Et c'est pour ça que tu as des résultats qui sont qui sont supérieurs à la moyenne. C'est parce que tu fais des choix que la moyenne, généralement, ne ferait pas. Complètement. Un élément aussi qui, du coup, te parle, j'imagine, vu que tu as une boîte, une agence d'intérim, c'est le recrutement, le fait de savoir bien s'entourer. Oui. On le sait et on en parle de plus en plus. Les gens ont conscience du fait de bien s'entourer, de créer une équipe solide, engagée, investie, qualifiée, de talent, des A-players, justement. C'est capital. Dans ton cas, quels sont les conseils que tu donnerais à un entrepreneur pour réussir à, identifier les bonnes personnes qu'il doit avoir dans son équipe, et deux, réussir à attirer les talents liés à ses besoins? La première chose qu'il faut faire, et je peux en parler parce que j'ai vraiment été confrontée à ça. Moi, j'ai toujours eu l'habitude d'avancer seule. Et j'ai toujours eu des résultats, mais le problème, c'est qu'à un moment, j'étais limitée. Et là, ces dernières années, cette dernière année et demie, je me suis vraiment rendu compte que j'étais à un plafond, parce que seul tu avances, mais à plusieurs, tu évolues. Et tu as besoin de personnes, des players, tu as besoin de personnes qui sont plus avancées que toi dans certains domaines-là, dans certains sujets qui sont clés pour toi. Donc le premier truc que je pense que tu dois faire, c'est arrêter de t'isoler déjà et commencer à communiquer. Parce que les players, ils viennent pour une marque aussi, ils viennent pour une personnalité. Ils viennent pas seulement aujourd'hui, on le voit de plus en plus, tu vois, les gens, et on parle vraiment des players là. Ouais. Ils viennent pas pour un salaire, ils viennent pas seulement pour des responsabilités, ils viennent aussi pour une vision, pour une mission, ils viennent pour autre chose. Et ça, tu dois l'incarner et tu dois le communiquer. Et je pense que, par exemple, quelque chose qui généralement rebute les entrepreneurs de ma génération, c'est communiquer sur les réseaux, être visible. Et encore plus en Suisse où, comme tu sais, on n'aime pas trop l'ostentatoire. Mais il faut le faire. Et moi, ce n'était pas facile pour moi, mais je l'ai fait. Et très honnêtement, aujourd'hui, j'ai quelqu'un dans mon équipe que je n'aurais jamais pu rêver avoir. Elle est incroyable. Elle est là. Elle est très heureuse d'être là. On est très heureuse d'être ensemble. Et je pense qu'on va faire vraiment des belles choses ensemble. Donc déjà, communiquer, être visible, ouais. Ça créer une marque, je pense que c'est important. Ok, donc un des premiers points, c'est vraiment communiquer, être visible, finalement, augmenter ton indice d'employabilité. Bien sûr, créer une marque employeur. Ouais. Il faut que les gens préfèrent travailler pour toi. Et je l'avais vu, tu sais, j'avais adoré ça, ça m'avait marqué. Tu sais, la conférence Invent 2 de Edouard, ouais. Quand on est allé là-bas, on est allé un peu plus tôt ensemble et il y avait des équipes qui préparaient. Puis j'ai demandé à une jeune fille, j'ai fait « Alors, ça se passe bien ?» Puis elle m'a dit « Mais bien sûr, je travaille pour Edouard, alors comment ça pourrait mal se passer, tu vois ?» Et j'ai vu dans ses yeux, j'ai dit « Mais c'est incroyable, tu vois. C'est incroyable. En fait, quand tu aimes travailler avec quelqu'un, ça a une autre portée, quoi. » Ouais, complètement. Et tu évoques le fait que tu t'es senti souvent isolé dans ton parcours. La solitude chez l'entrepreneur, c'est quelque chose d'assez connu, mais dont peu de gens osent parler ouvertement, etc. Tu peux nous en dire plus à ce sujet ? Alors, je pense que j'étais isolée aussi parce que je n'aimais pas parler de ce... Alors, déjà, je ne parle pas de ce que je fais, je n'ai jamais parlé de mes ambitions, je n'ai jamais parlé vraiment de ce que je fais, de ce que je gagne. D'ailleurs, là, on en parle, mais finalement, la plupart parlent allemand ou turc dans ma famille, donc il n'y aura pas trop de problèmes. Je suis encore assez discrète là. Heureusement. Donc, si on avait fait cet épisode en allemand ou en turc, tu n'aurais pas... Il y aurait eu autre chose, un autre impact dans ma vie privée. Donc, je ne m'expose pas vraiment là. Mais pour en revenir à ta question, la prise de parole chez moi,
ça a été quelque chose de, tu vois, ça a été vraiment quelque chose de. Je me suis juste dit à un moment, attends, il faut que tu sois clair dans tes intentions. Et c'est un livre qui m'a amené aussi à avoir cette réflexion-là, qui disait, tu vois, sois clair dans tes objectifs, dans tes intentions et envers toi-même aussi. Et même go public. Parce qu'une fois que ça sera sorti de la bouche, tu ne voudras pas le ravaler et il faudra que tu sois à la hauteur. Et moi, ça a été un déclencheur chez moi. Je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas envie d'en parler, tu vois? Est-ce que c'est vraiment par humilité? Ou est-ce que c'est juste par superstition parfois aussi? Il y a aussi ce côté-là, tu vois. Et je me disais juste, non, tu vois, l'ego là que tu essaies de pas avoir finalement, et j'avais adoré, c'était Yann Moix qui disait ça, il disait, il n'y a que l'ego qui veut tuer l'ego. Tu vois, en fait, c'est une espèce de vertu que tu essaies d'avoir en n'ayant pas d'ego, alors que l'ego, il est inhérent à l'humain, tu vois, c'est normal. C'est ça qui te fait avancer, c'est ça qui te donne, qui te donne tellement d'énergie. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à communiquer, et dès que j'ai commencé à communiquer, j'ai arrêté de m'isoler, forcément. Et le fait de sortir de cette isolation m'a beaucoup apporté. Ok. Communiquer, c'est-à-dire que tu communiquais où, comment, avec qui? Ça a commencé avec Oussama. Okay. J'ai commencé à lui poser des questions vraiment très précises sur des postes justement hybrides que je voulais mettre en place. Je savais qu'il avait de l'expérience, c'est un truc qui est très connu dans l'univers startup en général, ces postes-là. Il m'a donné de très bons conseils et j'ai commencé à discuter avec lui. Puis je lui ai dit, écoute, voilà, moi j'ai ces résultats, j'aimerais arriver là. Puis il m'a dit, écoute, je te conseille d'écrire sur LinkedIn, sors tout ce que tu as dans la tête parce que tu réfléchis beaucoup. Et quelqu'un qui réfléchit beaucoup a besoin aussi de l'exprimer. Et ça a commencé comme ça. Après, voilà, avec vous, avec toute l'équipe, avec tous les gens du... donc c'est assez récent finalement. C'est très récent. Ouais. Okay. Mais je fais les choses vite. Ouais, tu fais les choses vite. Ouais. Donc avant, vraiment, tu étais toujours dans le fait d'intérioriser, de garder ça pour toi, de ne pas communiquer. Ouais, plutôt. Je le vivais plutôt comme ça. Ouais. D'accord, ok. Après cette première expérience où tu as repris cette agence, qui est finalement un business... stimulant, intéressant, que tu restructures, que tu fais grandir et qui est aussi un business à cash flow qui te permet de faire d'autres opportunités liées à l'immobilier, notamment. On en parlait tout à l'heure parce qu'il y a, d'un côté, il y a un grand potentiel, mais de l'autre, cet élément permet de donner vie à ce grand potentiel ou en tout cas de l'accélérer d'une certaine façon. Est-ce que tu te verrais reprendre d'autres agences ou en tout cas en développer d'autres? Là, c'est signé. En janvier, j'en reprends une. Il y a une troisième qui est très avancée aussi. Aujourd'hui, ouais, c'est vraiment mon objectif, on va dire, c'est quelque chose que j'adore faire, en fait, que j'adorerais faire très souvent parce qu'on se rend compte de plus en plus, tu sais, c'est une problématique qu'on a en Europe, c'est que la démographie est telle que beaucoup de fondateurs partent à la retraite. Il y a un problème de reprise d'entreprise. C'est un domaine qui est sous-coté, qui n'est pas du tout visible. Et moi, très honnêtement, étant dedans, je me dis juste, c'est pas normal qu'on n'en parle pas. Il y a énormément d'opportunités là-dedans. Moi, je reprends des agences pour plein de raisons. Déjà parce que dans mon domaine, les cartes ont été distribuées il y a 20-30 ans. C'est un domaine, tu vois, les gros ont pris leur part et en fait, les nouveaux arrivants se contentent de miettes. Mais si tu veux vraiment être à la table, il faut reprendre les parts de quelqu'un. Tu peux pas te développer aussi vite en étant droit parce que voilà, c'est une guerre des prix sans fin. Enfin, il n'y a absolument aucune synergie, aucun intérêt à aller dans ce sens-là. Donc moi, ce que je veux, c'est vraiment reprendre des agences pour plusieurs raisons. Et aussi parce que j'adore rencontrer tu vois, des anciens fondateurs qui ont construit certaines choses, qui ont une certaine vision de l'intérim, qui ont une certaine vision aussi de l'entrepreneuriat, et puis me nourrir aussi de leur connaissance. Puis ça m'apprend aussi à aller plus vite aussi dans mon domaine, parce que je suis dans un domaine qui finalement je connais depuis 3 ans, donc je ne suis pas non plus tu vois, vraiment une spécialiste là-dedans. Donc ça accélère moi ma connaissance, et en plus tu achètes des parts de marché, tu achètes parfois même des talents. C'est quelque chose aussi aujourd'hui, il y a vraiment il n'y a pas forcément une pénurie, mais il y a un problème, je pense, de matching entre capacité, tu vois, compétences, envie et postes disponibles. Mais moi, par exemple, avec cette agence-là, j'ai une personne qui est très intéressante, que j'aurais pas pu avoir dans mes équipes parce qu'elle était tellement fidèle à son patron que ça aurait été impossible autrement, quoi. Et tu évolues dans le monde du business physique, donc tu vois, tu dois être physiquement là, tu as des équipes qui sont là, tu as des bureaux qui sont là, etc. Donc, tu ne peux pas te démultiplier comme on pourrait le faire en étant juste présent sur un Zoom ou autre. Comment tu vois la chose au niveau de la gestion opérationnelle et, on va dire, managériale, la direction de ces différentes agences quand on n'aura pas une, mais 2 ou 3?
tu vas mettre en place des CEO à ta place, tu vas mettre en place des directeurs d'agence à ta place. Comment tu vois la chose? Tu as déjà anticipé ce problème-là? Alors, je pense que ce n'est pas un problème. Je pense que tant que je n'ai pas l'info, je vais pas chercher la solution. Ok. Ça ne vaut pas la peine. Donc à chaque fois, tu attends d'avoir le challenge face à toi pour pouvoir trouver la solution? Bah, la vie ne se passe jamais comme tu l'as prévu. Ça, et au lieu de perdre de l'énergie à essayer d'anticiper des scénarios qui vont de toute façon pas se passer comme ça sera vraiment le cas. Et c'est vraiment dans tout, hein, je l'ai vu dans la restauration, l'immobilier, dans tout ce que j'ai fait. C'est toujours, tu appréhendes et ça se passe toujours. Il y a toujours un scénario imprévu, c'est toujours autre chose. Donc je préfère rester au taquet, tu vois, vraiment être ouverte, avoir cette énergie-là. Et je me fais confiance. Je sais qu'au moment T, à l'instant T, j'aurai la bonne solution et je ferai en sorte que ça se passe bien. Et je suis partagée, tu vois. Des fois, je me dis, j'aimerais avoir une grande agence centralisée, parce qu'en plus, j'ai la chance d'être au milieu de la Suisse. On parle suisse, allemand et français. On est vraiment une agence bilingue. Donc on pourrait théoriquement servir toute la Suisse. Ou aussi, voilà, se démultiplier, parce que ce serait un business un peu plus régional, c'est possible, avec comme tu dis, des responsables sur place. Les deux sont envisageables, mais je verrai quand le moment venu, quoi. Ok. Il y a un point aussi qui est super intéressant, parce que il y a de ça quelques semaines, tu me parlais d'une opportunité où tu pouvais t'associer avec quelqu'un pour potentiellement prendre des parts de marché dans une autre industrie qui n'avait rien à voir avec tout ça. Si tu veux, on peut la citer, ou si tu veux, on peut la garder entre nous. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi, du coup, finalement, tu as refusé cette opportunité et tu as su dire non. Parce que je sais que des fois, c'est assez compliqué de dire non, surtout quand on a envie de faire plein de choses et qu'on a plein de potentiel. Et que là, tu te dis, je vais le faire, je vais racheter une autre agence, c'est signé, j'y vais. Qu'est-ce qui fait que dans l'une, tu t'es dit, c'est peut-être pas la meilleure décision, et dans l'autre, tu t'es dit, c'est une superbe opportunité? Le terme que tu préfères le plus, peut-être, c'est rester focus, quoi. Enfin, bien sûr, c'est fondamental. La problématique quand tu as du succès ou quand tu commences à avoir du succès, surtout financier, c'est que les opportunités viennent avec le succès. Tu vois. Donc, plus tu as de succès, plus tu vas avoir des petites sirènes qui vont te dire, voilà, regarde, il y a ça aussi, il y a ça aussi, il y a plein de choses. C'est que j'avais repris aussi la gestion d'un hôtel. Il y a plein de choses qui viennent. Et puis, la raison pour laquelle j'ai décidé de rester là-dedans, c'est que c'est plus aligné avec mes objectifs sur le long terme, qui sont à générer encore plus de cash flow et un business rentable pour pouvoir aussi développer le patrimoine immobilier d'un côté aussi, quoi. Donc, complètement. Tu as raison. Comment on apprend à dire non quand on a trop d'opportunités qui viennent toquer à notre porte? Comme tout le monde, on a une réserve d'énergie par jour, on a des enfants à la maison, on a certaines envies, on essaie d'être aussi smart, tu vois, de se dire qu'est-ce qui aura le plus gros effet de levier sur mon avenir, et puis qu'est-ce qui va me coûter le moins d'énergie aussi dans la gestion, parce qu'une autre agence, pour moi, aujourd'hui, elle ne me coûterait rien en termes de temps, par exemple, alors qu'une nouvelle entreprise, une nouvelle industrie, ce serait un défocus total de mes capacités aussi, tu vois, je serais trop éparpillée, donc j'aurai moins d'intensité dans mes décisions, dans ce que je fais. Donc forcément, c'est ça qui amène. Tu dis que tu te sens chanceuse sur certains points. Moi, je vois surtout du travail avant tout, la volonté de se dépasser, la volonté d'aller plus loin, la volonté de sortir de sa zone de confort, d'oser prendre des risques aussi. Est-ce que tu peux développer ce principe de chance et surtout la place de la chance finalement dans le succès, dans la réussite, selon toi? Alors déjà, je suis très reconnaissante, et c'est pour ça que je dis que j'ai de la chance. Je suis très, très reconnaissante de tout ce que j'ai. Je pense que le facteur chance, il est indéniable dans la carrière d'un entrepreneur. Tu ne peux pas tout contrôler, et je pense que c'est quelque chose qu'on n'aime pas dire, tu vois. Mais un truc qui est sûr, c'est qu'on a déjà la chance d'être en Europe. Moi, je tiens à le dire. On a de la chance d'être en Europe, et moi, nous, on a encore plus de chance d'être en Suisse. C'est quand même un pays où il y a beaucoup de possibilités, tu vois, où il y a beaucoup de choses qui sont garanties. Rien que la propriété privée, tu vois, c'est déjà un truc pour lequel, si ça n'existait pas, on ne se battrait pas tant dans l'immobilier, tu vois. Donc, il y a déjà les conditions. Donc, c'est pour ça que je me sens très chanceuse. Et je me dis juste que, en fait, ça s'arrête jamais, tu vois, parce que c'est 1% de tes 99% ou 99% de ce que tu fais ne va pas apporter un résultat. Il y a 1% à un moment qui va faire en sorte que ça va apporter un résultat direct. Et en fait, il faut juste être tout le temps au taquet. Il faut toujours être là, toujours, tu vois, être disponible pour les opportunités, disponible pour acquérir, enfin pour sceller un truc où il faut, tu vois, pour conclure là où il faut. Donc, c'est plutôt ça, ma mentalité, c'est d'être toujours prête, quoi. Ok, je vois. Tu parles également de 10 ans d'efforts constants et de sacrifices sans que personne ne comprenne vraiment tes combats.
Ça t'a donné une grande force, ces 10 ans de combat? Oui, alors, ma vie pendant ces 10 ans, c'était une combinaison de, déjà, je fonde une famille, j'ai des enfants en bas âge, je suis émotionnellement extrêmement bouleversée, j'adore mon rôle de maman, je tiens à mes enfants plus qu'au tout. Et en même temps, je me marie avec un homme qui a des valeurs traditionnelles, et je l'ai choisi pour ça aussi. Donc il y a toute une autre culture que je vis. Moi, je viens d'un monde où ma mère était déjà très émancipée, tu vois, c'est une 68 art, donc a déjà des valeurs, tu vois, beaucoup plus ouvertes. Mon mari, il est musulman, croyant, et sa famille est pratiquante, donc il y a aussi énormément de choses. Tu rentres dans cette famille, donc c'est des 10 ans, 10 ans qui sont très, très, très intenses pour moi. J'apprends des nouveaux mœurs, tu vois, j'apprends une nouvelle vie finalement, et ça m'a permis de mûrir beaucoup plus rapidement. Parce qu'en Europe, on mûrit tard quand même, je trouve. Dans ces pays-là, on vit avec d'autres réalités, et ces 10 ans-là, oui, c'est des efforts constants dans tous les domaines de ma vie, que ce soit le domaine privé, le travail, parce que j'ai tout construit pendant cette période-là, tu vois, que ce soit ma famille, l'IMO, l'agence, les restaurants, tout a été intensément pendant cette période-là. Et le fait que je sois isolée, finalement, c'est presque normal, parce que j'aurais pas pu faire tout ça en ayant en plus, tu vois, plein de copines, plein de moments, faire des voyages, etc. Non, j'étais juste full focus. Et aujourd'hui, je me prends le temps, là, tu vois, de faire un bilan avec toi, d'en discuter. Moi, qui n'ai pas forcément un attachement à mon récit passé, tu vois, je ne réfléchis pas tellement à ça. Je me dis juste que je ne vais pas faire l'erreur de continuer comme ça, parce que sinon, je n'évoluerai pas autant que je veux. Donc, maintenant, le moment est venu aussi d'un peu, tu vois, transmettre, discuter, partager, échanger, pour pouvoir aussi passer des paliers, des caps, tu vois. Ouais. Finalement, c'est faire des choix par rapport à ses priorités et accepter qu'on ne peut pas tout faire, mais ne faire que l'essentiel, ou en tout cas ce qui a de l'importance pour nous. Ouais. Ce qu'on dit, quand tu as plus de 3 priorités, c'est que tu n'en as aucune. Moi, j'en ai 2. Ouais. Ma famille et tout ce qu'on est en train de construire. Et je suis très heureuse parce qu'ils sont vraiment alignés, tu vois. Tout est aligné, tout est à proximité. J'ai une vie simple. Je vis dans un village, je suis à 7 minutes de mon bureau, je suis à 10 minutes du restaurant de mon mari. Tout l'immobilier qu'on a acheté, on a expressément choisi de l'avoir à proximité pour éviter de devoir aller, tu vois, de perdre du temps sur les routes. Donc, j'ai une vie quand même très préservée par rapport à ça, qui me permet aussi de gérer tout ça, tu vois. Je n'ai pas de bouchons, je ne suis pas sursollicitée dans les soirées, tu vois. J'ai des moments pour me ressourcer, je peux lire mon livre le soir, je suis au calme. Et quand je décide justement d'échanger, je peux. Aujourd'hui, et ça, c'est quelque chose qui me manquait quand même, donc c'est important pour moi aussi. Complètement, complètement. À regarder ton parcours, on a vraiment l'impression que tout était déjà programmé dans ta tête. Tu vois, c'est carré, c'est structuré, il y a un plan. Je pense que même il y a un plan aussi pour la suite, que ce soit dans l'immobilier ou pour les agences, etc. Tu as vraiment ce plan, tu as une sorte de feuille de route élaborée plus sur le long terme, ou je sais pas, des OKR qui sont établis, tu vois, plus de manière concrète? Non. J'ai une grande vision, ça c'est vrai. J'ai des grands objectifs. Parce que je pense que plus tes aspirations sont grandes, plus tes compétences et tes capacités et tes résultats seront grands. Et aujourd'hui, c'est un non-choix pour moi. Tu vois, j'ai presque un sens du devoir par rapport à tout ça. Je me dis, voilà, j'ai un gros patrimoine, il faut le maîtriser, il va falloir aussi le transmettre correctement, le gérer correctement. J'ai des responsabilités et c'est aujourd'hui mes responsabilités, mon sens de ce devoir-là, d'être chef d'entreprise, d'être mère, d'être propriétaire foncière, parce que finalement, il y a des familles qui vivent dans ces immeubles, tu vois, donc c'est de la responsabilité. Cette responsabilité-là, elle est transformationnelle pour un humain. C'est que tu as des attentes envers toi, tu dis, je ne dois pas décevoir, je dois être là, je dois répondre présente. Donc ça c'est quelque chose qui structure tout ça. Et le fait de vouloir toujours plus, et de faire en sorte que, tu vois, d'être aussi un exemple, en fait, parce que tu enlèves les limites mentales des gens autour de toi quand tu es tellement courageuse, quand tu fais tellement de choses. Moi, j'ai mon amie du Valais, sa petite fille, elle dit, mais moi, je veux faire comme Elif quand je serai grande. Mais moi, je veux pas, tu sais, j'en parle pas. J'existe au moins, tu vois. C'est déjà bien. Un modèle, quand tu veux, quand comme moi, tu as grandi sans modèle, tu dis, mais moi, je connais pas des femmes qui donnent de l'importance à leur tradition, mais qui en plus sont carriéristes et qui arrivent à faire tout ça en même temps, tu vois. J'en connaissais pas. Donc moi, pouvoir au moins incarner ça, des fois, et de me dire juste une petite fille, tu vois, de 13 ans qui sait pas ce qu'elle veut faire, parce que tu dois décider à 12-13 ans, finalement, de ce que tu veux faire à l'école, super tôt, qu'elle se dise, mais moi, je veux faire comme elle, tu vois. Et c'est très bien. Et c'est ma raison aussi d'exister, quoi, de me dire, et d'aller le plus loin possible. Et pas rester juste dans des commerces, mais vraiment, voilà, une vraie entreprise, une grande entreprise. Et
Et justement, en mettant en place tout ça, ce que je vois avec toi, c'est que tu as une vision très claire, mais en même temps, tu es très ouverte au fait d'être challengée. Je donne un exemple concret, c'est anecdotique, hein, et je ne veux pas, comment dirais-je, m'accaparer cette réflexion, mais tu me disais que là, maintenant, tu allais vers 200 lots, 200 biens. Je t'ai dit, bah, pourquoi pas 1000 et tout de suite, du coup, c'est une simple phrase, mais qui change ta façon de voir les choses, de penser. Et du coup, tu vas aller chercher maintenant les 1000. Est-ce que c'est un trait de caractère que tu as identifié chez toi et qu'à chaque fois, tu es très coachable? Parce que ça, c'est quand même quelque chose que j'ai identifié chez toi, chez d'autres aussi qui ont beaucoup de succès. C'est cette capacité à ne pas écouter 100% de ce qui est dit, mais en tout cas, réussir à faire la part des choses par rapport à ce qui leur est transmis et garder en tout cas ce qui est le meilleur, ou en tout cas ce qui leur permet au mieux d'atteindre leurs objectifs. C'est sur tout mon chemin, j'ai écouté ce qu'on m'a dit, tu vois. Et je dis à des personnes de faire certaines choses, elles ne le font pas. Et je pensais toujours que la plus grande valeur, tu vois, c'est de la personne qui va te dire, et je chéris ça vraiment, je donne beaucoup d'importance et beaucoup de valeur quand quelqu'un te dit, mais toi aussi tu peux, fais-le. C'est le plus grand cadeau que tu peux faire à quelqu'un, tu vois. C'est de lui dire, écoute, moi j'ai pu le faire, regarde, fais-le. Et je ne sais pas si tu te rappelles du record du 100 mètres. Je crois qu'il n'y a personne qui arrive à courir les 100 sous les 10 secondes jusqu'au jour où quelqu'un casse cette limite mentale-là et ça améliore le résultat de toutes les autres personnes dans le classement. Et c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je chéris ça. Et je me dis juste, je sais que je n'ai pas toutes les réponses. Et je sais que la vie, c'est fait pour expérimenter. Donc, plus tu as aussi ce cercle vertueux de te dire, mais il y a des gens qui ont dépassé ce que tu as fait, qui en sont plus loin que toi, et c'est eux que je vais écouter. Je n'écoute pas n'importe qui non plus, tu vois. Il y a certaines personnes qui, pour moi, ont de la légitimité là-dedans, et parce qu'elles ont fait ce que j'ai envie de faire aussi, tu vois, parce qu'elles ont réussi, donc forcément, pour moi, elles sont plus légitimes. Et quand elles me disent, mais écoute, je pense que tu devrais faire ça, je pense que ça, j'écoute. Vraiment, j'écoute. Je n'ai pas d'ego par rapport à ça, je ne décide pas à la place du marché. Si c'est comme ça, et je l'accepte, tu vois. Très clair. Tu évoques un point qui est important pour moi, je pense, c'est écouter les bonnes personnes. Ouais. Pas forcément uniquement celles qui ont de grands résultats financiers, mais en tout cas celles qui sont pertinentes dans le domaine pour lesquelles on les sollicite. Bien sûr, une personne ne peut pas avoir raison dans tout, mais dans le domaine où vraiment tu vois qu'elle a des résultats et que c'est exactement ce domaine-là, tu écoutes les conseils de cette personne dans ce domaine-là. Ce n'est pas parce qu'il a raison dans l'entrepreneuriat qu'il a forcément raison sur des aspects un peu plus privés, peut-être la famille, la gestion, mais vraiment ciblé, ouais. Je pense que c'est important. Complètement. Tout ton parcours professionnel, entrepreneurial, d'investisseur, tu l'as fait en Suisse. C'est un marché que tu connais très, très bien. Moi, tu vois, je me rappelle que lorsque j'étais encore ouvrier à l'usine et autres, je voyais tous mes collègues ouvriers qui me disaient l'immobilier en Suisse, c'est pas accessible, personne ne peut acheter en Suisse, ça appartient toujours à la banque, si tu pars de zéro, tu n'y arriveras jamais, etc. Et je sais aujourd'hui avec le recul que c'est faux, tout le monde peut y arriver s'il s'en donne les moyens. Mais c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans l'esprit collectif des gens. Je sais aussi qu'on a beaucoup d'auditeurs qui sont en Suisse. Toi, si tu avais un message à adresser à quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'investissement immobilier en Suisse, à son échelle, en tant que particulier, puis après professionnaliser cette activité, pour pourquoi pas marcher dans tes traces d'investisseuse qui a su créer un beau patrimoine, quel conseil tu lui donnerais? Déjà, la première chose que je dis à tous les particuliers, achetez pas de maison. Économiser, acheter un petit immeuble de 3 appartements. C'est ce que je dis, parce que c'est à peu près ce que ça vaut. Tu vois, une belle maison à peu près d'1,2 million, un petit immeuble, après ça dépend où tu es. Tu vois, sur Genève, sur Zurich, c'est moins accessible parce que tu as une concurrence internationale. Moi, je suis dans une région plus reculée où il n'y a aucun fonds international qui va venir investir. Donc voilà. Mais n'achetez pas de maison, commencez pas par la maison. La maison, c'est quelque chose tu vas tirer une balle dans le pied, tu vas bloquer de l'épargne, tu vas avoir des coûts supplémentaires, pas de revenus, tu vas baisser ton pouvoir de négociation. Enfin, c'est la vie en général, en commençant par une maison. La maison, pour moi, c'est quelque chose qui vient après, mais c'est un rêve qu'on nous a vendu. Donc, le premier conseil que je dis toujours, économisez pas pour la maison. Achetez un petit immeuble. Et ça, c'est un truc que personne ne fait. J'ai un ami qui est garagiste qui a vraiment une belle situation. Je lui ai dit la même chose. Il ne l'a pas fait parce que sa femme voulait une maison. D'ailleurs, je dis souvent aux femmes, demandez pas une maison à vos maris. Un petit immeuble de 3 appartements. Tu habites dedans dans le premier étage, tu loues les 2 autres appartements. Déjà, ça, c'est une garantie à vie. Donc, c'est pas accessible l'immobilier, c'est une question de priorité, tu vois. Tu veux quoi? Tu veux un jardin, une maison, mais tout le temps être au boulot, ou bien avoir un jardin, avoir du temps pour jouer dedans avec tes enfants, tu vois, dessus avec tes enfants. Moi, c'était mon choix au début, c'était de me dire déjà, je vais juste me libérer, je vais faire du rendement. Moi, j'étais locataire, enfin,
j'avais plus de 50 appartements, j'étais encore en appartement, j'avais pas de maison. Aujourd'hui, je suis en train de construire ma maison, j'ai plus de 100 lots, et je suis en train de construire maintenant ma maison. Et ma maison est financée par mon parc immobilier, et demain, voilà, s'il y a un problème, parce que la vie, il y a des tragédies dans la vie, tu vois, donc il faut anticiper ça. Et le premier sujet, c'est soit, déjà, achète pas de maison. Si tu as des moyens, commence par cet immeuble-là. Ou si déjà tu veux vraiment acheter et que tu n'as pas les moyens d'avoir un immeuble, commence par un petit appartement. Commence déjà par baisser ton coût de vie, en fait. Parce qu'en achetant un petit appartement, très souvent, en tout cas dans ma région, c'est plus rentable d'habiter dans son appartement que d'en louer un. Très souvent, ça coûte plus cher de payer un loyer d'un grand 4 pieds et demi, par exemple. Donc déjà ça, pour au moins quelque part être gagnant. Ouais. Et commencer petit, ça c'est clair. Commence par un petit appartement parce que c'est effrayant au début. Quand tu fais du rendement, hein, je veux dire, c'est effrayant au début d'investir, et mieux vaut jouer sur quelque chose de petit où tu peux commencer, tu vois, à t'échauffer, à sauter dans le bain, l'eau est moins froide après, et après, un petit investissement va amener un grand investissement toujours, hein. Ça va dans ce sens-là. Et moi, c'est ce qui s'est passé, c'était un petit appartement, une surface, un immeuble, et de plus en plus, ça monte, et tu prends confiance à chaque palier, tu acquiers des compétences, des nouvelles connexions, et après, tu continues. Donc, commencer petit, maîtrisable, mais le faire. Passer à l'action, pas trop réfléchir. Même si vous vous plantez de 10 000, le jeu en vaut la chandelle, quoi. L'immobilier, c'est un jeu, et c'est énorme, mais en fait, c'est un jeu qui est plus intelligent que tous ces acteurs. Tu vois. Ça, je tiens vraiment à dire juste que tu n'as rien à faire, en fait. En Suisse, surtout, tu vois. Je parle vraiment pour le marché suisse. La Suisse, c'est 85% des Alpes. Tu as un plateau qui est habitable, c'est une zone d'accueil, tu as une terre d'accueil pour tous les flux d'immigration. Que ce soit économique, tu vois, je crois qu'il y a 1500 millionnaires de plus chaque année en Suisse. C'est une terre abondante, plein d'abondance, où il y a des entreprises qui marchent, qui sont saines, il y a un surplus énorme. Et en fait, chaque année, la valeur de tout augmente de l'immobilier. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bulle, qu'il n'y a pas des recorrections, etc. Mais il y a un moment, il y a juste... L'offre, elle est limitée, quoi. L'offre, elle est limitée, et il faut être là, il faut investir dans l'immobilier. Je pense que c'est vraiment l'investissement qui me paraît le plus accessible, quoi, finalement. Il y a les 25% de fonds propres, enfin 20% en Suisse si tu habites dedans, 25% si c'est un bien de rendement. C'est moins accessible peut-être dans les grandes villes, mais si tu commences à sortir des grandes agglomérations, c'est tout à fait jouable, hein. Complètement. Donc la première étape, investir, diminuer son rythme de vie et investir dans une petite unité ou en tout cas Exactement. quelque chose à échelle humaine. Il y a d'autres étapes que tu partagerais ? Bien sûr, s'entourer, c'est très important. Moi, j'ai remarqué aussi que dans l'immobilier, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont un gros portefeuille et qui se désintéressent des plus petits objets. Être entouré de personnes dont les miettes sont intéressantes pour toi, c'est intéressant. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien, c'est-à-dire avoir des amis qui ont un patrimoine, qui s'en sortent très bien, qui ont plusieurs biens immobiliers. Aujourd'hui, je sais par exemple qu'un immeuble de 3 appartements, 6 appartements, je ne l'achèterai pas. Ce n'est pas dans mon objectif aujourd'hui. Donc, un ami qui est à côté de moi, je lui dirais, par exemple, écoute, moi, je te conseille d'investir là. Moi, à ta place, je le ferais. C'est juste pas c'est pas dans ma stratégie, tu vois, mais je te conseille voilà. Donc, déjà, être avec des personnes qui ont passé ces étapes-là, bien s'entourer. Et je pense que ça peut être aussi très, très bénéfique. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de focus. Du coup, finalement, tu as quand même 2 grandes activités. Tu as d'un côté la partie opérationnelle, business, avec l'agence, et de l'autre côté, ton patrimoine immobilier. Pourtant, les deux, tu as envie de continuer à les faire grandir, de les faire évoluer. Il y en a un qui te sert d'effet de levier pour l'autre, etc. Comment tu vois la chose? Comment tu gères justement ces deux activités? Parce que pour beaucoup, tu l'évoquais, hein, et très justement, l'immobilier, c'est quelque chose de 100% passif. En tout cas, c'est ce que les gens pensent. Mais la réalité, c'est que ça demande quand même du temps, de l'énergie, de l'engagement, de la réflexion. On voit que lorsqu'on se positionne sur un bien, mais la réalité, c'est qu'on en a peut-être analysé 10 en amont. Donc, c'est du travail aussi, ça. Comment tu gères cet équilibre entre, d'une part, ton côté opérationnel avec l'agence et d'autre part, ta carrière d'investisseuse? Je pense que c'est des business déjà qui sont à un rythme différent. C'est des business qui sont complémentaires. Tu vois, le business de l'immobilier, c'est un business de patrimoine. C'est quelque chose que tu vas construire, que tu vas déléguer, que tu vas donner à tes enfants, qui vont donner. Léguer. Donc tu vas léguer, merci. Et c'est intergénérationnel, c'est long terme, c'est plus lent, c'est plus calme, même si des fois il faut prendre des décisions très vite, très rapides. Mais c'est quand même un business qui a un autre rythme.
Et en plus, c'est un business dans lequel tu es très isolé. Parce que moi, ça ne me suffisait pas. L'immobilier, comme je le faisais à l'époque, aujourd'hui, ce ne serait pas la même chose. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je me disais juste, mais j'aimerais être avec mon équipe, j'aimerais être avec des gens, j'aimerais être, tu vois, justement, créer des process, reprendre une entreprise, la moderniser, apporter des idées, mettre tout ça au service de mes compétences, de mes expériences. Donc, j'avais cette vision que l'entrepreneuriat, c'est plus dynamique. C'est moins un business de collectionneur, parce que l'immobilier, c'est un peu ça, hein, c'est un business de collectionneur sur le long terme, etc. Tandis que l'entrepreneuriat, vraiment comme moi je le voyais, c'était plus fort, quoi, plus dynamique. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un peu d'overlap, tu vois, c'est pas que c'est toujours très clair. Moi, mon bureau, j'ai les deux dossiers, tu vois, j'ai mes dossiers d'agence et j'ai les dossiers de l'IMO. Je conduis tout ça de là. Mais c'est la chance que j'ai, en fait. Hein. C'est mon utopie à moi, hein, c'est de pouvoir faire du sur-mesure sur mes envies, de pouvoir gérer. Mais j'ai quelqu'un dans mon bureau qui s'occupe à 100% de l'administration de l'immobilier, par exemple. Elle est là, dans nos bureaux, avec l'agence, tu vois. Et j'ai fait du sur-mesure. Et je vois les choses pas autrement que comme ça, en tout cas pour l'instant. Peut-être demain, je pourrais, tu vois, scinder et me dire, voilà, je vais vraiment séparer. Mais aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas encore l'utilité. Donc, ça me va très bien. Je contrôle tout du même endroit. Très clair. Il y a aussi un point important que j'avais envie de mettre en lumière avec toi, c'est parce que donc, on a l'occasion de travailler ensemble, on se connaît, on s'est vu plusieurs fois dans des événements et autres. Donc, je connais aussi ton business de l'intérieur. Et j'ai identifié quelque chose chez toi que j'identifie pas forcément chez des entrepreneurs en Suisse ou même chez des clients suisses qu'on a. C'est que tu as vraiment cette volonté de casser les codes, d'innover, d'utiliser les outils de l'innovation comme l'IA ou autres actuels, même dans une industrie qui est parfois un petit peu oubliée, archaïque et autres. Quand tu vois les process qui sont établis dans la plupart des agences intérim, par exemple, moi-même, ou lorsque j'étais à l'usine, j'étais intérimaire et pourtant, tu vois, j'étais dans un grand groupe d'agences qui font partie de ces très anciens, qui sont là depuis très longtemps, qui ont pris une grosse part du marché que tu citais indirectement. Tu vois les process, tu vois la façon de gérer. C'est pas du tout innovant, c'est pas du tout 2.0. À quel point pour toi c'est important si on veut pouvoir développer sa boîte à un autre niveau, notamment dans un marché tel que celui qu'on connaît, qui est la Suisse, de s'éveiller l'esprit, d'oser être ouvert d'esprit pour pouvoir utiliser les bons outils, travailler avec les codes actuels, avec les bons leviers, notamment le digital. Je sais que voilà, même le personal branding, c'est un sujet qui t'intéresse, que tu veux développer aussi au profit de tes activités. Et je trouve que c'est pas anodin et c'est suffisamment pas anodin pour que tu puisses le mettre en lumière, pour peut-être créer des déclics chez des gens qui nous écoutent et qui restent dans leur case et dans leur cocon, doré finalement, très confortable, mais qui au bout d'un moment peut-être peut les ralentir. C'est très simple. Je pense que tous les problèmes que rencontre un entrepreneur au quotidien peuvent être solutionnés par cette réflexion-là. Et en fait, c'est la réponse. Et on ne se rend juste pas compte de ça. C'est que tes problèmes de délégation viennent d'un problème de recrutement qui vient d'un problème de visibilité, d'employabilité, de marque employeur, tu vois, de marque employeur. Tes problèmes de concurrence, où dès qu'un acteur vient sur le marché qui est un peu plus optimisé que toi, qui fait des prix un peu plus bas, tu es dépassé. Ouais. Ils viennent exactement du même problème. Tu n'as pas des processus optimisés. Tu n'as pas un levier dessus. Tu n'as pas de levier. C'est-à-dire que toi, un coût de réplication de ton service te coûte 2 fois plus cher. Alors qu'aujourd'hui, avec l'automatisation, un coût de réplication, c'est 0. Donc, l'automatisation, c'est ça que ça te permet, en fait. C'est de faire plus sans avoir plus de coûts engagés. Donc ça, c'est ultra puissant. Et toutes les problématiques, en fait, je pense, de l'entrepreneuriat aujourd'hui, et c'est aussi la raison pour laquelle c'est un petit peu compliqué, je pense qu'il y a toutes ces personnes qui partent en retraite, en fait, qui n'ont pas vraiment forcément envie de moderniser. Et c'est pour ça que l'enjeu de la reprise d'entreprise chez moi est élevé. Parce que je trouve que, tu vois, c'est des boîtes qui sont déjà très solides, où le product market fit est là, les clients fiables sont là, le business est fait, là, ouais. Et il faut juste l'optimiser. Et c'est pour ça que j'ai envie de me perfectionner là-dedans. C'est de me dire, voilà, si je maîtrise ces outils-là, la digitalisation, tu vois, le marketing digital, les process, l'automatisation, l'IA, en fait, tout ça, là, tu peux aller le brancher à n'importe quel business et faire fois choisir le facteur, quoi. C'est surpuissant. Et c'est pour ça que je pense que c'est le dénominateur commun d'entrepreneuriat chez moi, le truc qui me manque le plus et auquel j'adore les process. Je trouve que quand un truc est bien fait, lissé, ça te libère
la charge mentale, ça enlève de la friction dans ta gestion, je te disais avant. Donc, je suis complètement focus là-dessus. Et je pense que tous mes collègues entrepreneurs, chefs d'entreprise, en Suisse encore plus, où on est encore plus calme, encore plus lent sur ce genre de choses, devraient en saisir cette opportunité, quoi. C'est pas facile. Tu sors de ta zone de confort, tu n'es pas habitué. Et puis surtout, souvent, les gens se disent, mais on a toujours fait comme ça, pourquoi on devrait changer, tu vois. Ben, écoute, tu vas être dépassé à un moment, ça c'est clair. Soit tu es déjà doublé, et je pense que la plupart sont déjà doublés, c'est juste qu'ils sont pas encore, tu vois, ils n'ont pas encore vu l'iceberg, ils sont dedans, ils ne remarquent pas. Si tu n'arrives pas, tous les problèmes de recrutement, en grande partie, c'est ça. C'est pas se poser les bonnes questions, mais aussi parce que c'est pas toi qu'on préfère, tu vois. Clairement. Tu m'as doublé sur ma question, c'est finalement qu'est-ce qui fait qu'il y a une résistance selon toi, tu l'as évoqué, sortir de zone de confort, les gens pensent que… Toujours, hein. Ouais. Comme toujours. Clairement. Tes business aujourd'hui, comment tu les gères, on peut le dire, c'est une affaire de famille aussi. Oui. Parler beaucoup de business en famille, t'aides ton mari, donne des conseils, etc. Et autres. Certains diraient que c'est un pari plutôt risqué, mais pour toi, c'est très important. Ça fait vraiment partie de ton quotidien. C'est même un moteur. Tu peux l'expliquer, tu peux expliquer ta vision justement pour celles et ceux qui se posent la question. Tu vois, très souvent dans l'entrepreneuriat, on a une tendance à vouloir tout optimiser, tu vois. D'avoir les meilleures personnes au meilleur poste, d'avoir la journée la plus structurée possible, tu vois, traquer ses habitudes, être super optimisé. Et moi, je pense juste que la vie, en fait, elle vaut la peine d'être vécue seulement si tu cours avec du poids, tu vois, avec du poids sur le dos. C'est-à-dire que, voilà, c'est peut-être pas la meilleure personne au même endroit, mais c'est ton frère, tu vois. C'est peut-être pas la meilleure personne, mais c'est pas grave. Et je pense que réussir avec tout ça va faire en sorte que sur le long terme, tu sois beaucoup plus aligné. Et c'est ça la problématique en réalité, tu vois, c'est de se dire, d'être assez large, tu vois, pour se dire, voilà, on est en famille. Moi, mon mari, il n'envoie pas de mail, il ne sait pas envoyer un mail, c'est moi qui fais tout. Il faut contrôler ton discours mental, tu vois. Je me dis, c'est clair que ça me déchargerait pas mal s'il y a certaines choses qu'il pouvait faire. Mais en fait, ça a tellement de bénéfices et c'est mon mari, tu vois. Il faut qu'il soit dans la course, il faut qu'il soit là. Et sur les 6 frères et sœurs, il y en a 5 qui sont dans nos structures aujourd'hui et une qui est en études et qui va, je l'espère, j'essaye de la motiver pour nous rejoindre. Je pense que c'est beau. C'est pas du tout du népotisme, tu vois, c'est juste me dire, si on a fait tout ça, c'est pas pour rien non plus, tu vois. C'est que pour que tout le monde grimpe en même temps. Et ça, c'était une question très importante pour mon mari et moi au début, quand on a commencé à réussir. Et on s'est toujours dit, et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a acheté une maison si tard, on voulait pas vivre dans une villa alors que les autres n'avaient pas les moyens de partir en vacances, tu vois. Ça, c'était clair pour nous il fallait que tout le monde upgrade en même temps, plus ou moins. C'est clair, chacun à son niveau, mais que tout le monde ait au moins une maison, un bel appart, une belle voiture, des vacances, que tout le monde ait quand même un niveau correct pour que nous, on puisse se dire quand même, bon là, c'est bon, on va faire. Parce que mon mari, c'est l'aîné d'une fratrie de 6 aujourd'hui, qui avait beaucoup de responsabilités quand je l'ai rencontré. Ça faisait partie du deal, tu vois. Je savais que c'était le père de substitution de sa famille et je voulais respecter ça, tu vois. Et c'est aussi la raison pour laquelle je l'ai choisi. Et pour nous, c'était clair que tout le monde devait, tu vois, réussir en même temps et que tout le monde ait une vie plus agréable, quoi. Donc finalement, quand on disait en début d'échange que cette personne que tu as rencontrée en Tunisie t'a beaucoup inspiré à créer un déclic, tu as répliqué littéralement ce modèle où aujourd'hui, tu le disais, sur 4-5 frères et sœurs, ils bossent quasiment tous dans la structure, quoi, Ouais. en répliquant vraiment ce modèle. Et quels sont les challenges auxquels tu fais face lorsque tu bosses en famille comme ça et qui plus est, tu choisis les gens non pas pour leur talent, leurs compétences ou autres, en conscience du fait que, tu l'as évoqué, ce n'est pas forcément le meilleur à cette place, mais tu prends la décision quand même de lui offrir cette opportunité parce que tu as envie de vivre l'aventure avec cette personne spécifiquement. Alors, dans l'agence, j'ai vraiment un de mes beaux-frères qui est avec moi. Mon mari, quand on s'est mariés, il avait d'abord une épicerie, il avait rejoint, son deuxième frère l'avait rejoint, le troisième a rejoint par la suite. Et en fait, après l'épicerie, on a ouvert un petit supermarché, mon mari a ouvert le resto, etc. Donc, en fait, ça c'est pas vraiment, ils n'ont pas été vraiment, si tu veux, engagés d'une structure existante. C'est plutôt avec mon mari, quand le restaurant a commencé à bien marcher et que tous les frères ont commencé à se marier et que les coûts de chacun augmentaient forcément, on a eu cette discussion et je lui ai dit, écoute, moi, en tout cas, l'épicerie marchait très, très bien. Et je lui ai dit, écoute, moi, je pense que c'est important de… Et lui, c'était le premier à le faire aussi. Il a voulu donner cette épicerie à ses frères.
Et les frères ont eu cette épicerie, ça leur a permis d'ouvrir la deuxième structure. Mon mari a aidé aussi dans l'ouverture de la deuxième structure. Donc c'est comme ça que ça s'est fait, si tu veux. Ils ne sont pas tous engagés dans l'agence d'intérim, par exemple, mais ils sont dans des structures que mon mari a créées ou qu'on a contribué. Moi, je suis dans les baux commerciaux de tout le monde, partout en garantie, en machin, et en tant que facilitatrice pour que tout se passe bien, tu vois. Et c'est comme ça que ça vaut la peine. Parce que vraiment, je ne vois pas l'utilité de la vie d'être juste seul dans ta grosse maison, quoi. Enfin, clairement. En parlant justement de vie en général, de vie de famille notamment, il y a de plus en plus de femmes qui nous écoutent sur le podcast Le Déclic. Il y a peut-être beaucoup de femmes qui se demandent comment tu gères vie d'entrepreneur et vie de maman pour trouver un équilibre. Tu parlais de tes 2 enfants, justement. C'est une grande question pour réussir à trouver cet équilibre. On les voit juste ici. C'est hyper important pour toi. J'ai eu l'occasion plus de les rencontrer et ça se voit. Comment tu gères cet équilibre? Alors comme dans tout, hein, c'est une harmonie. C'est pas aujourd'hui. C'est pas je passe 3 heures là et je passe 3 heures là avec mes enfants. Ça se fait pas comme ça. C'est une attention de tout. C'est juste une attention de tous les instants. Moi, ils sont importants pour moi. Ils sont en priorité pour moi. Je réfléchis beaucoup à ce qui leur fait plaisir. Je passe du temps, j'essaie de m'informer, de lire, comme dans tout, tu vois. Comment on essaie de s'améliorer dans l'entrepreneuriat, on devrait aussi lire des livres d'éducation, tu vois. Se dire comment on est la bonne personne aussi, comment on peut accompagner correctement. Donc, comment je fais aujourd'hui? J'ai la chance d'habiter à 7 minutes de chez moi. Je suis tous les jours à 4 heures à la maison. J'ai fait le choix, tu vois, de travailler jusqu'à 16 heures et d'être à 16 heures jusqu'à 20 heures, les heures importantes avec mes fils. Je suis tout le temps avec eux, en fait. Si tu veux, si je suis pas en train de travailler, je suis avec eux. Moi, c'est la chose qui m'intéresse le plus, c'est d'être avec eux. C'est les moments que je préfère dans ma vie, c'est d'être avec mes 2 garçons. Donc, ça se fait naturellement, quoi, pour moi, tu vois. Puis aussi, ils aiment beaucoup le sport. Et puis, quand un enfant aime le sport et qu'en plus, il est motivé, en tant que parent, c'est très intéressant. Tu peux construire plein de choses autour, tu vois. Plein de valeurs. Tu peux leur transmettre plein de valeurs. Ils adorent le foot, les 2. Donc, je passe beaucoup de temps. Je les amène au stade. On va à l'entraînement de foot 2 fois par semaine. On passe du temps là-bas ensemble. Je vais jouer au foot avec eux le samedi matin. Enfin, c'est comme ça que je le gère naturellement, quoi. Je ne peux pas l'organiser plus que ça. À chaque fois que j'ai du temps, c'est avec eux de toute façon. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Et comment tu fais pour te détacher de la performance ou autre quand tu as de grandes ambitions et que, par exemple, tu te dis, OK, de 16h à 20h, eh bien, je coupe et je vais être complètement focus avec eux. Et inversement, tu vois, de par exemple 8h à 16h, te dire je suis au bureau, je pourrais peut-être faire autre chose, passer du temps avec eux et réussir vraiment à faire parfaitement la part des choses. Parce que je le sais que dans certains tempéraments un petit peu plus, on va dire, excessifs, je m'inclus vraiment dedans, tu vois. Et je sais que j'ai de la peine quand je me dis, OK, par exemple, de telle heure à telle heure, je dois déconnecter complètement des choses du quotidien professionnel et réussir à être en plein dedans. Ça marche pas. La vie, c'est pas ça. Ouais. La vie, c'est pas je décide de faire ça entre ça et ça. Et c'est ce que je dis depuis le début. Tu n'as pas l'info. Tu vas faire des plans et ça va se passer autrement. Donc, sois juste prêt. Sois juste prêt pour accueillir, quoi. Tu accueilles. Des fois, tu as envie de faire un pique-nique, le petit fait une crise, ça marche pas, il n'y a pas de pique-nique. Tu fais autre chose. Et la vie, c'est juste être ça, c'est être flexible, être large, tu vois, être pas seulement fort, mais être flexible, quoi. Et le secret, il est tout bête, mais c'est vraiment ça. C'est juste, ça va pas se passer. De toute façon, quand tu as un enfant, c'est le premier truc que tu apprends. Ça ne se passera jamais comme prévu. Ça, c'est la règle. Donc, à partir de ce moment-là, tu fais avec, quoi. Accepter l'adversité et puis. C'est pas l'adversité, ça fait partie de la vie en fait. Okay. Ça fait partie de la vie. En fait, je pense que l'objectif, c'est pas d'avoir des conditions optimales pour être la personne optimale. Je pense que l'objectif, c'est d'être la personne optimale dans les pires conditions. Si tu es comme ça, là, tu as réussi. Parce que être parfait dans des situations optimales, c'est facile. Le truc, c'est vraiment dans les pires situations. Tu fais quoi? Tu réagis comment? Et c'est un objectif de vie, c'est comme ça. Parce que sinon, tu vas faire quoi? Tu vas faire en sorte que ton enfant ne te dérange pas? Tu vas faire en sorte que ta mère ne tombe pas malade? Tu le prévois pas, tu vois, tu dois juste être prêt pour l'accueillir. Ouais. Et l'objectif, c'est ça, c'est en tant qu'être humain, c'est de t'élargir par rapport à ça, d'accepter que ça se passe pas tout le temps comme tu veux, et que voilà, il faut l'accepter. Et c'est comme ça que tu seras plus heureux, je pense, à la fin. Je pense qu'on a tous les mêmes regrets sur nos lits de mort, tu vois. Et j'ai pas passé assez de temps avec ma famille. Encore plus quand tu es entrepreneur, que tu veux de la performance, tu veux de la réussite, tu le vis encore plus. Complètement. Donc ouais, je pense que c'est l'objectif. Ah, je pense que c'est une bonne... C'est une bonne conclusion, hein, finalement, c'est de réussir à être fort, ou en tout cas fort ou efficace
quand les choses ne vont pas comme tu voudrais, plutôt que de réussir à l'être quand tout va bien. Parce que Exactement, simple, ouais. exactement. C'était un champion d'échecs qui disait ça. Il disait qu'au début, il s'entraînait dans des conditions parfaites et qu'après, quand il se retrouvait dans des tournois très importants, quelqu'un qui toussait dans le public ou bien une chaise qui grince, ça le déconcentrait. Et qu'à partir de ce moment-là, il a switché son truc. Il a dit non, et il s'entraînait dans les pires conditions, à côté d'un boulevard, à côté d'un croisement où il y a des camions qui passent. Et en fait, il apprenait à se mettre dans son truc malgré toutes ces conditions. Ouais. Et je pense que c'est ça. Un des points aussi en jeu lorsque tu fais des choix et que tu te dis j'ai envie de passer un maximum de temps, par exemple, dans ton cas avec mes enfants ou autre, il faut déléguer, mais il faut aussi prioriser. La délégation, on en a déjà pas mal parlé. La priorisation, c'est vraiment un sujet pour la plupart des entrepreneurs. Ils ne savent pas comment prioriser, quel que soit leur niveau, hein, que ce soit des entrepreneurs qui démarrent, intermédiaires, avancés, très avancés, peu importe. Toi, est-ce que tu as une méthodologie ou un process, vu que tu parles beaucoup de process depuis le début de cet échange, pour réussir à prioriser les bonnes choses et savoir exactement ce que tu dois faire, ne pas faire, quand tu dois les faire? Alors, bien sûr, j'ai une priorisation en fonction aussi j'ai des gros sujets sur lesquels je sais qu'à un moment, je vais devoir appuyer. Tu vois, quand ce truc se présente là, je dois faire avancer ce dossier. J'ai 10 000 dossiers, il faut tous les faire avancer. Certains ont priorité, d'autres pas. Je vais toujours prendre mes 2-3 grosses priorités. Actuellement, par exemple, c'est l'acquisition d'un terrain qu'on est en train de valider avec la mairie. Il y a 2-3 trucs et je sais que quand ce sujet-là, et tout le monde le sait, quand on a une info par rapport à ça, c'est haute priorité. C'est haute priorité, c'est ça. C'est fondamental, ça fait avancer. Après, la priorité, ce n'est pas une question d'urgence, tu le sais. C'est vraiment une question de qu'est-ce qui va avoir le plus gros effet de levier pour l'avenir. Donc, c'est sur ces points-là que je priorise ma journée. Le reste passe beaucoup avec les équipes aujourd'hui parce qu'il faut créer cette cohésion. Parce que moi, mon boulot aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les gens qui travaillent avec moi soient dans les meilleures conditions, se sentent bien. Donc, je passe beaucoup de temps là-dessus et après, je règle ce qu'il y a à régler en fonction du reste. Et cette priorisation-là, elle se fait autant sur et ça on le sait, c'est autant sur ce que tu dois faire que ce que tu ne dois pas faire. Et là, la décision, elle est dans tous les instants. Il y a des choses qu'il faut décider de ne pas faire. Certains ont une méthode très simple, se dire, voilà, je vais calculer mon taux horaire, combien je rapporte moi en tant qu'entrepreneur. Et si ce que je fais rapporte plus que mon taux horaire, alors je le fais. Et si ça rapporte moins, je le délègue, par exemple. Il y a des techniques comme ça. Dans la vie privée aussi, c'est important de faire ça. Je pense que moi, je décide mon ignorance sur certaines choses. Moi, il y a des discussions, je ne prends pas part, les gossips, les trucs comme ça, elle a fait. Moi, je n'écoute pas. J'écoute de moins en moins les actualités. Je m'isole pour... il y a des choses que je veux plus savoir. Voilà, j'ai décidé de plus savoir parce que je n'ai pas assez le temps. Également, il y a un mantra, il paraît que tu as un mantra que tu appelles le mantra Macron. C'est quoi? C'est la fin de la vidéo, là. Ça arrive gentiment. Alors, ça, c'est un truc c'est un truc qui se déclenche en moi à un moment. Okay. Quand je fais de la négociation dans l'immobilier, ça m'a beaucoup apporté. Je me rappelle d'une vidéo de Macron, parce que je trouve Macron, quand même, il est fort, hein, il est très fort. Après, on peut aimer pour certains sujets. Moi, je ne parle pas du tout politique, je parle vraiment stratégie de l'homme derrière. Il parle à ses équipes de campagne pendant les élections de 2017. Et c'est vraiment les derniers moments. Il réunit tout le monde et il leur dit « Moi, je sais qui éliront les Français. Les Français éliront la personne qui voudra le plus être président. » Et en fait, ce que j'appelle mon mantra Macron, c'est que je me dis toujours quand quelqu'un, et c'est le cas dans l'immobilier, tu vois, quand tu es sur un bien qui est à 6% de rendement et que tout le monde le veut, il faut que tu fasses en sorte que la personne te choisisse toi. Et là, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je montre que j'ai envie. Je montre vraiment que j'ai envie d'acheter ce bien-là, ce que ça représente pour moi, ce que je vais en faire, mon storytelling à moi, mon histoire, qu'est-ce que j'aimerais en faire. Et je montre sans gêne que je veux absolument ce bien. Et en fait, la personne en face, et ça c'est un biais émotionnel qu'on a tous, on veut toujours que ce soit la personne qui veut le plus qui l'obtienne. Parce qu'au moment où tu vas lui donner ça, tu vas avoir une espèce de récompense, tu vois. Elle va être tellement contente que tu auras l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, tu vas avoir une émotion positive. Et ça, c'est mon mantra Macron, c'est juste montrer que tu veux plus que les autres. Et ça, chez moi, en tout cas, ça marche très bien. Ok, donc finalement, c'est une forme d'enthousiasme. C'est de l'enthousiasme, ouais. C'est exactement ça. Tu penses que c'est une de tes plus grandes forces, l'enthousiasme? Ouais, je suis très enthousiaste. Ouais. C'est vrai qu'en général, je ne sais pas si c'est la plus forte, mais ouais, c'est quelque chose que j'ai, ouais. Et pour ceux qui... souvent, j'entends parler de l'enthousiasme, l'audace, le fait d'oser prendre des risques, etc. C'est vraiment des skills ou des soft skills que beaucoup de gens qui ont du succès ont su développer. Si tu devais développer ou enseigner comment développer son enthousiasme à quelqu'un, quel conseil tu lui donnerais?
Ben, peut-être fake it until you make it, hein, c'est possible. C'est que le problème, c'est qu'on est très, tu sais, on se gêne parfois, tu vois. Et on se gêne de vouloir, on se gêne de montrer. Peut-être que c'est aussi ça vient de notre éducation, tu vois. Donc, quand tu comprends que ça, c'est pas évident non plus pour moi. Tu vois, c'est quand même, tu as l'impression de te mettre dans une position de faiblesse parce que tu es en train de demander quelque chose à quelqu'un. Mais en fait, c'est pas une position de faiblesse pour moi. Tu vois, c'est juste, c'est un moyen et c'est aussi vrai. C'est que tu veux cet immeuble. Enfin, en fin de compte, je me dis, c'est juste sois honnête par rapport à tes intentions. Plus tu es honnête, plus tes objectifs vont te permettre, en fait, ce respect de cet objectif que tu t'es mis, tu es aligné avec, et plus tu auras de la probabilité de gagner quand même. Donc, c'est par rapport à ça que je me dis juste, vous n'avez rien à perdre, quoi. Il y a un moment, tu n'as rien à perdre, tu y vas à fond. Tu dis, mais moi, je veux absolument, parce que ça, moi, je suis mère de famille, ça va me permettre d'être plus indépendante, ça va me permettre de me retirer de mon salariat. Voilà, et voilà ce que vous allez faire. Vous n'allez pas juste me transmettre votre bien. Non seulement je vais en prendre soin, mais voilà ce que ça va changer dans ma vie. Et je pense que ça, c'est important. Ouais. Ça me rappelle l'anecdote qui t'a permis d'être upgrade en business class gratuitement. Ouais. C'est sûr, l'enthousiasme peut ouvrir pas mal de portes, oui. en effet. Oui. Top, super. Merci Elif. Merci à pour toi. Ce partage, pour tout ce que tu as pu partager, toutes les clés également que tu as pu nous partager. Pour celles et ceux qui nous écoutent également, que ce soit sur YouTube ou quelle que soit la plateforme de streaming, eh bien, si vous avez apprécié cet épisode autant que j'ai apprécié l'animer, faites-le nous savoir avec les 5 étoiles sur Apple Podcast, les 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. Partagez cet épisode, interagissez sur le post LinkedIn qu'on va faire pour cet épisode comme à chaque fois. Et Elif, j'ai une dernière question à te poser, du coup, que tu connais naturellement. Quel est le déclic qui a fait toute la différence, qui a littéralement créé, je dirais, une transformation identitaire chez toi, que tu n'as jamais partagée, ni dans cet épisode, ni dans aucun autre interview? Ça peut être une simple phrase, une situation, une frustration, quelque chose de positif, quelque chose de moins positif, peu importe, mais tu as carte blanche pour le mot de la fin. Au lieu n'attendez pas qu'on vous propose. Les gens voudront la version de vous qui dessert le mieux leurs intérêts à eux. Prenez juste votre vie en main, quoi. C'est vraiment, c'est vous qui choisissez pour vous, et c'est ça mon déclic. C'est juste me dire, je ne vais pas être la version qui convient le plus aux autres, disponible, tu vois, accessible. Je vais être la version qui va convenir le plus à moi et à mes envies, et c'est ce que je conseille à tout le monde. Se détacher du regard des gens. Merci Elif. Merci à toi.